Hello! Alors là, on commence avec ce premier live, avec direct un abonnement. C'est pas beau ça? Et c'est pas n'importe qui en plus, puisque c'est Scarlix. Scarlix. Moi je dis bravo Scarlix. Premier abonnement du premier live de l'année. Félicitations. Comment ça va les copains? Bah, écoute, apparemment, il y a ça que va, toi, hein. parce que les deux autres, ils ont déjà l'air de s'emmerder, quoi. Ok, les gars, super, bonne ambiance, les gars. Bon, bah écoutez, on va mettre fin au live tout de suite avant de s'emmerder. Hein. Et bonne année. C'est ça? Bah ouais, bonne année à tous. Bon, vous, bien évidemment, je vous l'ai déjà dit, ou pas d'ailleurs, mais c'est parce que je m'en fous un peu. Mais bonne année à tous, quand même, bonne année à tout le monde. Bah ouais, hein, bonne année. Hein. Santé. Oh! Ouais, mais moi, on m'a pas prévenu, du coup, j'ai une gourde. Moi, je sais rien, je me fais avoir. Ah mais bonne année les copains, c'est cool de vous retrouver pour cette nouvelle année, c'est cool d'être là pour ce premier live et c'est cool d'avoir déjà du monde dans le chat aussi pour partager ce premier live de l'année avec nous. Donc voilà, j'espère que vous avez tous passé alors j'allais dire de bonnes vacances, pas forcément des vacances, mais en tout cas de bonnes fêtes de fin d'année. Ça va, il y a eu de la figouze à gogo ou pas? Oh Non. yeah. Ouais. Pas beaucoup? Marco? Non, pas beaucoup, j'ai eu que 5 boîtes. Je suis un peu déçu cette année, je crois que j'ai pas été très sage. Papa Noël, il m'a pas gâté. C'est ça, j'ai que 3500. C'est vrai, mais ça, c'était moi qui me le suis acheté, donc c'est pas pareil. C'est le mec, en fait, il compte pas tout ce qu'ils achètent, mais à Noël, tu sais, donnez-moi de la thune, comme ça, du coup, je peux m'acheter des trucs. Ah non, ça compte pas. Ah, dites-nous aussi dans le... Mathieu, le son est tellement propre. Yes, spécial dédicace à José pour le son qui est tellement propre. Boum. Alors, dans le chat, qui a eu... Je comprends pas. Beaucoup trop chaud, beaucoup trop chaud. Dites-nous dans le chat si vous avez eu, vous, des petits trucs, des nouveautés, des figurines, tout ça à peindre pour Noël. Moi j'ai un petit message à faire passer. Ah, vas-y Marco. Tu la vois la provocation derrière? Tu la vois? Je vois un barbecue, je vois une côte de bœuf. Non. Je vois le mec devant qui va te défoncer le cul. Ouais, je vois un bon gros tas de viande. C'est parfait. Moi, je vois un elfe en train de brandir son marteau et ses deux marteaux et te fracasse la tête. Mais non, t'as pas bien vu, regarde, ça c'est pas un marteau pour fracasser des têtes, c'est un marteau pour attendrir la viande. Ça c'est Marco, faut tout expliquer, c'est pénible à force. Oh là là. Le petit joueur. Ah, apparemment, Clément est un peu loin du micro, ce qui est bizarre. Ouais, parce qu'on mais entend bien effectivement, on va attendrir de la brochette d'orque. Oui. Et puis, oui. alors, les skulks de Mathieu aussi. Clément, mets-toi carrément, genre comme ça. Voilà, là on est pas mal. Bon alors, les copains, on va attaquer direct, comme d'habitude. Aujourd'hui, donc, il va y avoir quelques petites news. On va essayer d'aller assez vite quand même sur les news, même si l'aventurier des jeux nous a fait quand même un petit zoom sur des codex et que potentiellement on pourrait passer du temps dessus. Mais à la limite, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va simplement en parler en format news. Et ensuite, on va switcher sur le thème principal de cette émission qui est comment construire son armée. Alors je dis son armée, on va dire comment construire sa liste. Ça sera plus large parce qu'il va y avoir le fait de construire sur Warhammer 40 000, le fait de construire sur AOS, mais aussi sur MCP. Donc sur MCP, on peut pas vraiment parler d'armée, on va plutôt parler de liste, en l'occurrence plutôt d'un roster. Mais en tout cas, on va voir ça avec nos 3 spécialistes ici qui vont donner un petit peu les tips, les conseils de comment ils font, ce qu'ils prennent en compte pour construire tout ça. Et je me suis dit que c'était plutôt pas mal de parler de ça en tout début d'année. En général, on a eu des cadeaux par le Papa Noël, hop, on sait pas trop comment se lancer dans le truc, c'est une nouvelle année, on s'est dit que cette année on allait jouer à 40K, à AOS ou à MCP, donc du coup vous allez nous expliquer tout ça. Donc du coup, on va commencer par les news. Et les news, on va essayer de les garder assez short. Et dans le chat, surtout, dites-nous si vous avez envie qu'on approfondisse un petit peu, par exemple, les codex que va nous présenter Mister Aventurier des Games. Oui, parce que cette année, on est complètement... Les multilangues. C'est ça.
Il est parti à Londres acheter ses Warhammer. C'est ça, ouais. En tout cas, ouais, dites-nous dans le chat si vous avez envie qu'on approfondisse ça dans une prochaine émission, qu'on aille un petit peu plus loin dans le codex, comme on avait pu le faire notamment avec Clément sur le codex Stormcast. D'ailleurs, chose qu'on n'a pas menée à son terme, il faut encore qu'on fasse la deuxième partie. Est-ce qu'on Mais en fera tout cas, dites-nous si ça vous intéresse ou pas. En attendant, on présente les news et du coup, on va justement commencer par toi, Mr. Aventurier of the Game of the Year, avec tes codex. Yes, alors je vais essayer quand même d'être assez rapide sur la présentation des codex. Je vais commencer par le codex qui est sorti, donc il y a 2 codex qui sont sortis récemment, Adeptus Custodes et le culte Genestealer. Donc je vais d'abord parler des custodes. Alors malheureusement, je ne les ai pas reçus encore. Donc je vais vous afficher l'ancien pour l'instant. Ah l'arnaque. Alors, vous le voyez, l'objet, n'est-ce pas? C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Non, monsieur, il est obsolète. Carrément. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'Adeptus Alors. Custodes, ce sont des demi-dieux de la guerre. En gros, ce sont les fils de l'empereur. L'empereur les a créés dans un seul but. En premier lieu, déjà, donc là c'est la partie un peu historique, dans le but de conquérir Terra. Donc une fois que ça a été fait, c'est devenu sa garde personnelle, donc un peu comme les prétoriens pour Rome dans l'Antiquité. Et une fois qu'il y a eu les Résidorus, donc pour les Résidorus, c'est au moment où nous avons notre cher Horus Lupercal qui a décidé de trahir l'empereur, patati patata. Bref, Ça spoil, c'est ça spoil. parti. Ça spoil. Oh mon Dieu, Vite. une fois qu'il y a eu les Résidorus, nos chers custodes, du coup, ont eu qu'une seule fonction, c'est de garder le palais de l'empereur. Bien évidemment, le lord de 40K a avancé, Robut Guilliman est revenu d'entre les morts, et donc du coup, les custodes ont décidé de quitter en partie le palais de l'empereur pour aller défoncer tout le monde dans l'univers. Voilà, en gros, c'est un gros... Allez les gars, on va pas se mentir là. On s'emmerde un petit peu, hein? Ça fait On avait cassé les culs dans tout l'univers, c'est sympa comme projet, non? Allez. C'est clair, c'est clair. C'est vrai que ça ressemble à ça. Tu sais. C'est vraiment en mode. Ouais, c'est- Putain, ça fait chier, les gars. Ah les gars, non, on a fini le dernier tonneau de binous là. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, Ah, et puis ça fait longtemps qu'on n'est pas parti avec nos petites motos là. C'est ça, ouais. Alors, pour savoir, il y a quand même 300 qui sont obligés de rester constamment à côté du trône de l'empereur, parce que l'empereur est engoncé dans un trône en mode squelettique, il ne bouge pas. Et donc, du coup, il y a 300 de ses meilleurs custodes qui sont constamment en train de garder de le protéger. Voilà. Donc c'est bien sûr les 300, on les appelle comme ça. Toute référence historique, bien sûr. Vous l'aurez compris. Et donc ça, c'était pour la partie vraiment... Brillant, Et donc du coup, ces custodes, sur le nouveau codex, clairement, c'est de la bombe. C'est une tuerie. Ils ont des capacités de malade. Là, pour le coup, moi, en tout cas, à la première lecture, j'ai vraiment eu l'impression qu'ils ont eu un upgrade dans le sens où ils vaut tous un bon capitaine Space Marine. Dans le fluff, clairement, vous rencontrez un custodes, vous faites pas les malins. Parce que ces mecs-là, ils sentent la bénédiction de l'empereur. Clairement, ils arrivent, ils sont pas là pour rigoler ou enfiler des perles. Ils défoncent tout le monde. Par contre, ça va changer un petit peu au niveau game, parce que forcément, on peut pas avoir des figurines aussi overshit dans le jeu. Et donc, du coup, on va avoir un codex qui déjà va accueillir les Sœurs du Silence. Je sais pas si vous savez quelles sont. Ouais, c'est celles qui sont moches. Il y a en fait des belles meufs et des moches meufs, et c'est les moches. Il y a magnifique. Exactement. Les Sœurs du Silence. Celui-là, ça va, elle est cool. Mais il y en a qui ils ont plus le crâne rasé. Comme toi. Très honnêtement, j'aimerais un jour me faire une armée Sœurs du Silence. D'ailleurs, je pense que être une sœur du silence. Ok, les gars. On apprend des choses. J'ai ma cam qui a décidé de nous faire un petit flou artistique, là, dis donc. Alors. Et donc, du coup, voilà, pour la première fois sur l'Adeptus Custodes, on va avoir les Sœurs du Silence qui vont, du coup, intégrer le codex. Donc c'est quand même assez super. Honnêtement, j'étais très hypé par ça. Pourquoi ? Parce que les Sœurs du Silence avant, clairement, on ne les voyait jamais.
sur table ou en jeu, là il y a quand même une bonne opportunité de les voir. C'est quand même du bon petit psy pour savoir sur la partie historique. Elles ont un gène, le gène du paria, qui du coup les empêche de subir des attaques psychiques. Donc en gros, elles sont l'anti-psyker par excellence. C'est d'ailleurs elles qu'on envoie pour aller choper les psykers, tout ce qui est un peu démon et compagnie. Bref, ce sont l'élite de l'Imperium, tout comme les custodes. Question un peu, on va dire, game et metagame. Alors metagame, je mets ça entre guillemets, parenthèses, crochet, parce que clairement, je me suis pas assez penché dessus pour voir ce que ça donnait. Et puis pareil, il vient de sortir, donc clairement, avant d'avoir quelques retours, il va falloir attendre un petit peu. On a une armée qui est beaucoup plus au rendez-vous qu'elle l'était avant, elle a été bien dépoussiérée. On a quand même du 30K qui est disponible pour le codex. Du 30K, pardon, des figurines Forge World qui sont jouées principalement sur 30K, mais qui du coup peuvent être jouées sur 40K. Je pense notamment aux petits piou-piou, les custodes qu'on voit avec, avec leurs ailes et leurs bolters. Verati. Ah, ça, c'est leur J'ai scooter. Alors non, c'est leur scooter, on a leur Dawn Eagle. C'est pas leur scooter, je cherche le nom, désolé, j'ai un trou. Hop, je vais les avoir. Les Venatari. Voilà, Venatari, ah oui, j'ai dit Venerati, Venatari. Si on a une dyslexie, c'est même pas la peine, c'est foutu. Petit dédicace à Mathieu, bien sûr. Ah, le clash. Et là, le son, tu l'as bien entendu. Il était... si d'un coup vous avez la cam d'aventure des jeux qui devient toute noire, s'il vous plaît, appelez la police. Donc voilà, niveau metagame, on a des guerriers qui sont vachement forts, donc toute l'armée gagne objectif sécurisé, qui est fortement cool. Pour aller déloger, il va falloir se lever très tôt. Ils ont quand même. C'est quoi l'objectif sécurisé? C'est dès qu'ils se mettent sur un objectif, ils le contrôlent, un truc comme ça? C'est ça, c'est un peu comme AOS. Je sais pas si dans AOS, mais après par contre, ma connaissance d'AOS reste. Dans AOS, c'est toujours un nombre de figurines, où une figurine vaut un nombre, mais t'as pas de règle, à part une seule figurine, mais c'est un cas particulier, où sinon tu contrôles l'objectif. Donc là, c'est vraiment juste, tu te mets dessus, tu le contrôles, c'est ça? Ouais, là, par contre, désolé, j'étais en train de lire le chat de Mathieu qui réagit. C'est beau. C'est tout en poésie. C'est vraiment important, Mathieu, il est adepte de la poésie. Donc, voilà, du coup, pour revenir sur le BT là, sur le codex du coup, sans trop rentrer dans le détail, parce qu'après, comme on dit, on va vraiment trop approfondir, on n'aura pas le temps de voir le reste. Mais en gros, là, les news principales qu'on a sur ce codex, c'est du coup l'entrée des Sœurs du Silence, tu disais. Yes, l'entrée des Sœurs de Silence, les figurines qui sont habituellement jouées sur 30K et 40K aussi, donc figurines Forge World. Peuvent être joués sur la V9 de toute manière. Il y avait une autorisation de les jouer officielle, même au niveau des grandes compétitions internationales, c'est joué, et honnêtement ça vaut le coup parce qu'elles sont très puissantes et très fortes. Et en plus de ça, on a des personnages vraiment qui cette fois-ci sont charismatiques et pas chers, notamment je pense au célèbre Trajan Valoris qui clairement défonce bien comme il faut. Il y a de la reroll, il y a un mec qui frappe de mémoire à force 10, il met des patates en veux-tu en voilà, bref. Le mec qui est là pour 170 points. Et clairement, ça vaut le coup. À côté, on va avoir un équivalent de capitaine Primaris. C'est même pas la peine de les prendre. Donc voilà. Donc honnêtement, ça déchire. J'ai envie de jouer cette armée. Bon, voilà. Attends, je vais pas m'engager à l'acheter et aussi à la jouer. J'ai déjà pas mal de projets en cours, mais très honnêtement, c'est très séduisant. Et c'est pour ça qu'aussi j'ai du coup comparé un peu avec l'ancien codex, et effectivement ça fait du bien. Ça fait vachement du bien. De mémoire, alors j'y connais pas grand chose, pour pas dire rien, en 40 000, mais de mémoire c'est quand même quelque chose qui est. C'était un codex qui était assez vieillissant, d'ailleurs même les figurines en elles-mêmes, elles étaient pas toutes jeunes. Donc là j'imagine que ça fait un bon coup de neuf sur cette armée, qui est quand même en plus, voilà, comme tu disais, c'est du premium plus quoi, c'est la garde personnelle de l'empereur, c'est quand même censé être des grands badass. Et bon, forcément, avec l'évolution au cours des versions, l'arrivée des nouveaux codex, j'imagine qu'ils étaient un peu relégués au second plan, ce qui est pas censé être le cas pour des custodes qui sont censés être de l'élite quoi. Et ben exactement, et puis en plus de ça, avec la boîte qui est sortie avec le Cultogene Stealer, honnêtement, on a de la nouvelle figurine, c'est top, sa position avec en train d'armer avec son épée et courir avec. Honnêtement, moi je suis fan de cette figurine.
Franchement, tout tombe bien. Ok. Tout tombe bien et c'est très séduisant encore une fois. Ok, donc plutôt très très positif l'avis sur ce nouveau codex Custodes. Le second codex que tu voulais nous présenter, c'était le... Le culte Genestealer. Oh tiens, comme par hasard, on vient d'en Comme par parler, mais hasard. quelle belle transition, dis donc. Ouais, incroyable, franchement. Alors le codex culte Genestealer, je l'ai beaucoup moins approfondi que le codex Custodes. Cependant, la partie fluff, je vais parler aussi un peu du fluff, sans trop rentrer dans les détails, puisque là pareil, on pourrait en faire des heures et des heures. Le culte Genestealer, c'est quoi? Ça vient à la base des tyrannides. Les tyrannides, c'est le fléau de, je dirais, l'univers. C'est pas que de l'humanité, c'est l'univers. Clairement, les tyrannides arrivent et bouffent tout. C'est, voilà, que ça soit orc, eldar, humain, ils s'en foutent, ils bouffent tout. Même les démons, ils arrivent, ils rentrent et c'est la blitzkrieg, quoi. Ils arrivent, ils défoncent tout. Clairement, les tyrannides, pour entre guillemets continuer à se propager à vitesse grand V, ils envoient une souche tyrannide infester une planète. Donc au départ, on a un patriarche qui arrive sur la planète. Ensuite, on va avoir une première génération donc qui ressemble très fortement aux tyrannides. Et plus les générations passent, on va arriver jusqu'à la 5e génération de mémoire, plus ils vont ressembler à des humains. Et parfois, ils vont pouvoir même infiltrer les humains, et notamment, par exemple, l'Astra Militarum, qui est joué avec le codex culte Genestealer. D'accord. On a des entrées, notamment le tank Lehman russe, l'infanterie squad, etc. etc. Et donc, du coup, une fois qu'ils sont infiltrés un peu partout, ils font un soulèvement. Et dans ce cas-là, soit l'Arbites, donc ce qui est équivalent de la police à 40K, arrive à les stopper. Malheureusement, très souvent, ils sont des millions, voire des milliards quand ils sont sur des systèmes planétaires entiers. Et parfois, on va devoir envoyer l'Astra Militarum, et comme je vous l'ai dit plus tôt, ils sont déjà infiltrés à l'intérieur, donc ça cause d'énormes dégâts. Et dans ce cas-là, soit l'Inquisition, soit la Death Watch. Donc la Death Watch, c'est la version Inquisition plus, où on va avoir après les Space Marines qui vont devoir faire le sale boulot. Donc ça c'est pour la partie fluff, mais alors en très 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 accéléré. Et du coup, ouais, en fait, si j'ai bien compris, en fait, leur objectif involontaire, eux, c'est ils prient le grand, ce qu'ils appellent, je crois, le grand dévoreur, ou je sais plus quel nom ils lui donnent, mais qui est censé être le libérateur. En fait, leur objectif, c'est d'affaiblir les planètes avant des attaques de tyrannides. Donc en fait, quand t'as une infection normalement sur une planète, c'est que t'as les tyrannides qui devraient pas tarder. Et l'objectif, c'est de te foutre des guerres des civils pour vraiment faire chier un maximum pendant que t'as l'attaque qui va se dérouler ou un petit peu avant, quoi. Exactement, et le pire entre guillemets, c'est que comme pour les orques, un petit sport peut recréer tout un essaim de culte Genestealer. Donc en fait le problème c'est qu'ils sont quasiment inarrêtables. Si j'ai bien compris, en fait c'est le gros que je montre là qui vient au début en fait sur la planète, qui sont souvent des gars un peu infiltrés, qui sont des... De quoi? Ils ont un nom particulier là, c'est les Genestealer. De quoi? C'est les Genestealer Alpha, si je dis pas de conneries. Yes. Non, c'est ça. Ouais, il me semblait qu'il y avait un autre nom. Bah, ok. En gros, le premier est appelé Patriarche. C'est lui le first, c'est lui qui arrive et qui entre guillemets, qui commence c'est lui l'infection. C'est ça, c'est le papa. Et donc du coup, plus on va rentrer dans les générations, plus on va pouvoir avoir, par exemple, des Psykers Genestealer qui vont apparaître. En fait, plus on avance, plus ils vont se ressembler à des humains, mais aussi avoir certaines modifications génétiques. Et on va avoir sur toutes les générations ce qu'on appelle des aberrants. Ce sont des gros Genestealers énormes, un peu à la Hulk, avec des gros bras, des grosses masses dans les mains. Et je peux vous assurer que là, sur la partie, on va dire pur jeu, honnêtement, ils défoncent. Quand on les approche, ça tape et ça tape fort. Voilà pour la petite partie fluff. Pour la partie un peu plus game du codex. Qu'est-ce qu'on a comme nouveauté dans ce codex? Parce que tu as dit que tu l'avais un peu moins creusé, mais est-ce que tu as quand même des choses à nous dire sur ce qui est un peu nouveau? Écoute, moi je n'ai pas vu grand-chose. Ça reprend un peu, donc pareil, je l'ai aussi acheté sur la V8, donc malheureusement je ne l'ai pas encore sur la V9. Mais donc du coup, il n'y a pas eu grand changement là-dessus. Okay. Donc j'aime le côté Genestealer, le fait que tu peux apparaître sur la carte à des endroits et tout ça, tu peux poser des tokens où ils peuvent apparaître et compagnie. C'est assez intéressant. On est très dans dans j'attaque par surprise et compagnie.
C'est une armée que j'ai vu 2-3 fois jouer sur table. J'aime bien le style. Maintenant, de là et l'acheter, pas pour moi personnellement. Je suis pas. Voilà, c'est beaucoup moins attirant, je trouve, que les gardes d'or que représentent les custodes. C'est une armée aussi plus masse, non? Parce que j'ai vu un rapport de bataille, Oui. ça m'avait choqué, parce que justement entre du Custodes et du Ginister Cut, t'avais une différence de nombre de figurines qui était différente. T'as l'impression que le mec jouait pas du tout le même jeu, quoi. Il en avait même pas 20 figurines sur le plateau, et l'autre il en avait plus de presque une centaine, j'ai envie de dire, mais qu'en fait il avait genre les gros vaisseaux plusieurs fois, t'avais vraiment une horde autour et tout, ça m'avait choqué. Yes. Alors il y a une chose par contre qui effectivement, tu parles de les véhicules, on a le Goliath qui est un véhicule Kyutojin Stealer qui a pris un fort up et qui du coup est très intéressant à jouer maintenant. Donc voilà, ça c'est aussi. Ah bah oui, ça a l'air mignon ça comme petit véhicule. Ouais, la fun fact. Quand il était sorti, je sais qu'il avait beaucoup plu. Enfin moi honnêtement j'avais kiffé un petit peu ce nouveau style. Un peu custom, voilà, on a pris 2-3 pièces, on l'a mis sur un véhicule et puis on fonce avec, un peu à la orque je trouve, mais très honnêtement je kiffe bien, effectivement c'est une armée de masse, totalement à l'inverse des custodes où clairement bah, tu vas poser 10-15 figues sur table et puis par contre ça va être des gros tons, effectivement, mais voilà, donc le culte Genie Stealer, ça plaît pas, en tout cas c'est pas pour moi, mais pour quelqu'un qui débute par contre, je ne conseillerais pas. Voilà. C'est dur à jouer. Gros, ouais, pas de big news, pas de big sortie accompagnant ce codex pour l'instant. Juste un up sur le tank là que t'as montré. Et en C'est ça. gros, Alors après, T'es peut-être plus renseigné aussi sur le Custodes que sur le culte GCR, non? Je t'avouerai, je me suis aussi investi par affinité. Ouais, bien je comprends. sûr. Voilà, maintenant, très honnêtement, une fois que je vais les recevoir, ça me dérangerait pas de peut-être aller relire et du coup peut-être intervenir différemment via la page Facebook par exemple ou d'autres manières. Oui, on peut en reparler ici hein, sur un autre live en complétant ce que tu as pu donner comme info ce soir. De toute façon, c'est toujours pareil. Quand là, on est sur la partie news, donc on parle des nouveautés et dans un second temps, on pourra avoir une partie plus analyse. Il y a pas de souci. Ok. Yes. Très bien. Bah écoute, merci à toi. On va tout de suite enchaîner sur la news de Marco, donc qui est bah voilà justement Marco là pour le coup il approfondit une news qu'on avait déjà abordée. Donc je te laisse la main Marco. Et bah du coup la dernière fois je vous avais dit qu'il y avait des nouvelles figues qui allaient sortir pour MCP et notamment on avait Daredevil. Et donc je vous avais dit qu'il y avait Nick Fury et les agents du Shield. Et donc du coup là on a la figurine qui est sortie. Donc et on a un nouveau type de figurine qui arrive, donc c'est ce que j'appelle les mignons. Ça s'appelle les grunts ou un truc comme ça. Enfin je sais plus exactement le terme qu'ils ont employé. Moi j'appelle ça les mignons, c'est facile. Et donc là on a Nick Fury et dans l'autre on a Daredevil et Elektra avec des ninjas. Et donc en fait c'est un nouveau mécanisme de jeu qui arrive. Et en fait, il va être déployé en même temps qu'une des figurines. Donc dans ce pack, je sais pas si les ninjas seront affairés à Elektra ou à Daredevil. Et en fait, du coup, cette figurine n'a pas de point en coup. Et du coup, elle sera débloquée avec sa figurine maître, entre guillemets. Donc je vais parler plutôt de l'autre, si tu veux remettre la photo d'avant. Ça, c'est plus facile puisqu'il y en a deux. Donc là, quand on va déployer Nick Fury, on pourra déployer les agents du Shield. Et du coup, ils vont pouvoir interagir avec Nick Fury quand il s'active, etc. Et donc, se faire une figurine supplémentaire. Alors, je pense pas que ces figurines soient ultra pétées. Elles n'ont pas de phase blessée. Donc, dès qu'on les éclate sur la première phase, c'est fini. Et du coup, ça va permettre d'avoir un nouveau mécanisme de jeu. Je pourrais pas vous en dire plus que ça parce qu'on n'en sait pas forcément plus que ça. En tout cas, sinon, je vous invite à aller voir sur le site de Atomic Mass Game. Ils ont fait un article dessus, justement, sur ces millions qui arrivent. Et là, si vous voyez aussi derrière, on voit en fait une partie du Quinjet qui est aussi sorti en même temps. Oui, le Quinjet, le véhicule, là, l'avion qui est assez massif, ouais, c'est un kit qui est sorti. Il n'est pas encore sorti, mais il va arriver en même temps. Qui a été annoncé. Il y a Mathieu dans le chat qui nous dit un message sur les promos Philibert sur MCP. Donc là, j'ai. Ouais, oui, il y a beaucoup de promos MCP sur Philibert.
Ouais. Si vous voulez vous lancer dans le game, il y a moyen de se faire des trucs à moins 40, moins 50% parfois. Mais en tout cas, ouais, c'est des promos assez sympathiques. Ouais, bah, du coup, j'étais en train de regarder, et en effet, là, par exemple, on a... ça s'est fait pouiller depuis. Oui, non, mais là, je regarde un petit peu vite fait pour voir ce qu'il peut y avoir. On a par exemple la box Black Bolt et Medusa qui est à 24 € au lieu de 40. 40. On a Captain America et War Machine qui est à 31,43 au lieu de 44,90, tout ça. Enfin, voilà, il y a des. Après, Philibert, ils n'ont pas forcément les vrais prix de base. Par exemple, celle-là qui est à 32, elle est à 40 normalement. Déjà, c'est plus bas et qu'en plus, il y a encore des promos. On a la maison aussi de Doctor Strange qui, pour le coup, elle vaut 50 balles. Et ça pour ceux qui n'ont pas encore de table de décor MCP. C'est quoi? C'est le Sanctum Sanctorum Terra? Ouais, c'est ça, le Sanctum Sanctorum Terra. Ouais, elle est en prix barré de 94,90 à 56,94. Voilà, 50 balles. Ça fait une économie quand même. Et normalement, à la base, elle est à 75 plutôt. C'est 75. D'accord. Ok. Mais c'est vrai qu'il y a des modèles qui sont intéressants. Par exemple, on avait parlé dans l'émission de la boîte de Mordo et l'ancien. Ouais. Là, il y a 30 balles aussi. Une assez intéressante et elle est à 27 € au lieu de 45. Donc c'est intéressant. En tout cas, oui, si vous voulez vous lancer dans le jeu, il y a pas mal de boîtes sympas. Et après, Philibert, quoi. Donc, de toute façon, là, au niveau des promos, ils ont fait fort, je trouve, en jeu de figurines. Il y avait vraiment tout. Il y a du Star Wars Légion aussi en promo. Il y avait du Song of Ice and Fire aussi en promo. J'ai même vu du Warhammer en promo. D'accord, ok. Il y a d'ailleurs, toi qui se lance dans les Osiarques, Clément, t'as un chef Osiarque en promo, là, sur Philibert. Non, mais j'ai déjà tout, en fait. Il me manque un seul truc, c'est un décor. Et il est trouvable nulle part. Moi, je suis même pas allé voir les promos parce que, comme vous voyez derrière moi, en fait, j'ai dû rajouter ici une nouvelle étagère, là, une nouvelle vitrine. Je ne peux pas en rajouter encore. Donc, moi, ça suffit. Moi non plus, j'ai pas fait les promos. On peut pas tout le temps, c'est pas possible. C'est sûr, tu peux pas mettre quelques étagères en plus, c'est entre chaque là, je pense que tu peux rajouter des étages. Je peux, mais en fait, j'ai tellement de trucs à faire qui me bottent de ouf que là, je veux pas rajouter. Donc j'ai pas regardé. On commence à être fou. J'ai regardé vite fait pour savoir tout ça. En tout cas, ouais, je trouve ça assez cool le côté 3 persos sur un seul socle. Là, je sais pas, je trouve que ça apporte une belle dynamique au jeu et j'aime bien les agents du Shield. Là, c'est sympa, je trouve ça cool. Moi, ça me fait chier, j'avoue. Parce que du coup, tu pars 3 figues pour une figue, c'est chiant. Après, tu mets plus de temps à le peindre. Après, c'était figurine, enfin, c'est quand t'as envie de jouer à Nick Fury, il faut que t'aies les 3 petits gus à côté, quoi. Ouais, ça, c'est sûr. Tu les as pas, c'est un peu con. Il est badass quand même. Hein. Nick Fury, il est trop beau. Il est stylé. Il a son petit côté un peu Captain America là, avec son costume. Il est badass. Ok. Bon, du coup, je crois qu'on a fait le tour pour les news. Ouais. Ok. Alors, du coup, on va passer. Vas-y, aventurier des jeux. J'avais 3 petites news pour finir 40K. Adventure of the game. Je me dis, est-ce qu'il va en parler? On a 3 petites choses. Donc déjà, comme j'en ai parlé très rapidement, Shadow Throne qui est sorti. Donc la boîte de base, la boîte où il y a dedans le Cult Genestealer et l'Adeptus Custodes. Donc c'est une bonne boîte pour démarrer, assez sympa. On a les Sœurs du Silence et en plus de ça des Custodes, donc ce qui est parfait. Comme quoi ça peut très bien matcher avec les nouveaux codex. On a de l'autre côté le Patriarche avec aussi un Magus et 3 petits persos assez sympas. Je te coupe juste 2 secondes. Clément, je sais pas si c'est normal, mais le... Non, ok, c'est bon, ça s'est réglé. Ouais. Ok, non, vas-y, du coup, excuse-moi. Non, pas de soucis, t'inquiète. Et donc, du coup, voilà, donc c'est une boîte qui est quand même assez sympa pour commencer soit l'une des armées, soit l'autre. Et puis, honnêtement, j'adore le visuel de la boîte. Je suis un grand... Alors, bon, c'est assez subjectif, vous me direz, mais honnêtement, pour le coup, je trouve que plus on avance, plus les visuels des boîtes de games sont plutôt stylés. Voilà pour la première nouvelle au niveau de 40K. Ensuite, sur la deuxième nouvelle, on a, alors j'ai un petit peu du mal à prononcer, Jagatai Khan, le Primarque des Watscar qui est sorti pour 30K. Je trouve la figurine sublime, honnêtement, donc encore une fois, c'est assez subjectif. Pour info, donc effectivement, il est Primarque des Watscar. Question fluff, c'est quasi, on va dire,
fluff historique un peu Attila, enfin pas Attila, le Khan dans les Mongols, c'est-à-dire qu'on va retrouver le guerrier sur sa moto qui pourchasse ses ennemis avec des land speeders, avec des motards et compagnie. Ça va être très sur la rapidité et compagnie. Il a disparu, je crois, en allant courser les Drukhari de mémoire. Attention, ça c'est un petit peu Jean-Michel à peu près. Je crois que c'est ça, un archonte Drukhari. Pendant qu'il est en train de purger les renégats de la galaxie, donc à la fin de l'Hérésidorus, après l'Hérésidorus, et du coup on ne sait plus ce qui est devenu. Voilà. Mais en tout cas, je trouve que la figurine est magnifique. Et enfin, la dernière, oui. On peut pas la voir, la figurine? Écoute, je pense que si j'avais mis le lien, j'ai mis une vidéo, il me semble. Ah. Vidéo. Ok. Ah. Ok. Je vois ce que t'as fait. J'aurais rien dû dire. Je vois ce que t'as fait. On en parlera plus tard. Oh, le clash de la C'est ça passe pour cette fois, mais bon, faut pas non plus abuser avant de tuer des jeux. Allez, hop, j'avance un peu parce qu'on n'a pas non plus que ça à faire de regarder du 40K, du 30K. Oh, double clash. Ah, mais on l'avait déjà vu en plus, celle-là, la dernière fois. Oui, mais il vient de sortir. La dernière fois, c'était l'annonce qu'on a vue. Mais là, là, il sort. On a déjà vu sa tête en fait. Là, tu peux donner ton argent et obtenir la figurine. Ah, et elle coûte combien? J'en sais rien. Et du coup, comment tu fais? Dites-moi. Comment je dépense ma thune? Comment on fait ça? Alors. Il y a Adeptus Barbouillus qui demande qu'est-ce qui est plus intéressant, choisir une Combat Patrol GSC ou la partie GSC du Trône de l'Ombre? Moi, je t'aurais dit le Combat Patrol GSC. Là, comme ça, brut de pomme, sans entre guillemets trop non plus poser le pour et le contre. Ouais, je pense que. Le plus intéressant pour toi, c'est quoi? C'est d'un point de vue financier ou d'un point de vue figue présente dedans? Enfin, on va dire profil. Financier, ce sera le Combat Patrol, carrément. Ok. Trône de l'Ombre. T'y vas si t'as un pote qui joue Adeptus Custodes, soit t'es un fan entre guillemets des deux armées et du coup bah tu veux pas louper la sortie, ou t'as dans l'intention d'aller revendre une autre partie pour derrière acheter je pense qu'en fait c'est pour ça qu'il précisait la partie du Trône de l'Ombre. Je pense qu'en fait il disait en gros si j'achète la boîte et que je revends l'autre partie. C'est comme ça que je le comprends en tout cas. Mais non, clairement Combat Patrol x 1000. Vas-y, fonce. En plus, t'as un Goliath, donc comme c'est ça, je pense que ça va être méta. Au pire, si tu veux mettre des culs à tes copains, vas-y, fonce, achète 2-3 et puis amuse-toi. Okay. Et donc, du coup, la dernière news, parce que forcément, jamais 203. Ouais. L'Autarque Eldar, qui a été reforgé, que je trouve super cool. Ah, je me disais, est-ce qu'il allait en parler des nouveaux Eldar? S'il vous plaît, soit on fait le sujet, soit on le fait pas au bout d'un moment. Non, mais sinon, là, à la fin du live, t'aurais pris tarif. Oh, t'inquiète, c'est prévu. J'ai. Donc, du coup, malheureusement, j'avais des figurines Autarque Eldar, mais comme j'ai revendu l'armée, je pourrais pas vous la montrer. C'est dommage, pour faire un comparatif ancienne et nouvelle. Néanmoins, j'adore la nouvelle. J'adore la nouvelle à tel point que je me demande si j'ai bien fait de vendre l'armée Eldar. C'est pas grave. Tu peux mettre en plus grand, Clément, ou pas là? C'est compliqué ce que tu me demandes. Ok. Il est pas d'humeur ce soir, hein. Je sais pas pourquoi. Hein. Non, mais il est ronchon. Lui casser un peu plus le cul. Il est ronchon. On essaie de faire des efforts, mais bon. C'est vrai que là, pour le coup, les figurines Eldar, elles avaient quand même vraiment besoin d'un coup de jeune. Donc ça fait du bien qu'elles soient refaites quand même. Moi je vais dire un truc, je suis pas trop fan. Et puis si je me lance à 40K et que je choisis les Eldar, il va m'en sortir cette vidéo. C'est enregistré, Marco. C'est clippé ça tout de suite. On va en sortir l'année prochaine. Ça va être bon ça. Je sens des fous rires en perspective. Yes. Okay. Voilà, donc j'en ai fini avec mes news, promis, je ne vous embête plus.
Ah bah non, mais si Enfin c'est pas Enfin. vraiment, Vraiment, le but de l'émission, on ne nous embête pas avec des news ici, au contraire, on aime ça. Ok, en tout cas là du coup on a vu un petit peu toutes les news du moment, tout ce qu'on voulait vous partager. Donc maintenant on va passer au sujet principal de l'émission, à savoir comment construire une liste pour les 3 jeux, encore une fois comme je le répète, hein, donc AOS, 40K et MCP. Et on va commencer, si vous le voulez bien, par Clément, puisque Clément n'a pas trop parlé depuis le début. Et donc du coup, c'est maintenant qu'on va le clasher. Donc vas-y Clément, on te laisse faire. Alors, si vous voulez créer une liste sur AOS, comment vous faites vous achetez des figurines pour recruter un peu le principe, on va pas non plus rentrer dans le détail, on va pas faire une liste en live ou quoi que ce soit. L'idée c'est juste de donner un peu des tips, des petits trucs à pas oublier, peut-être les trucs un peu à regarder. Par exemple, je prends un truc qu'on va pas aborder ce soir, mais par exemple si on prend du Star Wars Légion, on va essayer de regarder un petit peu quand on a une unité, quelle est la couleur des dés qu'on va lancer avec cette unité, quels sont les adrénalines là qui vont prendre ce genre de choses. Enfin bref, en gros, regardez un petit peu des petits tips sur ce qui va nous aider à construire une liste. Pas forcément un truc archi compétitif ou quoi, mais juste un truc équilibré qui respecte les règles et qui permet de s'amuser. Voilà, c'est le pitch un peu du truc. Donc voilà, maintenant je te laisse y aller, Clément. Bah écoutez, c'est pas ultra compliqué. Il y a 2 choses à faire déjà quand vous commencez à faire une liste sur AOS. La première, c'est choisir votre armée, qui peut être très compliqué, on va pas se mentir. Et la deuxième, c'est choisir le format sur lequel vous allez vouloir jouer. Il existe pas mal de formats sur AOS, donc vous avez le choix déjà entre du match, du jeu libre ou du jeu en égal. Et à chaque fois, vous allez avoir un nombre de points minimum, enfin plutôt maximum, parce que minimum ça sert à rien, maximum à utiliser pour votre liste. Et je précise bien sur le maximum, vous n'avez pas le droit de le dépasser, même si c'est pour 5 points. Et je dis pas ça pour des personnes ici présentes. Je me sens pas Personne ne l'a concerné. fait, cela dit. Certains auraient pu, mais tout le monde a respecté. Et c'est ça qui est beau. Je me sens pas concerné. Ouais. J'ai 1000 points pile poil, donc... Je pense que c'était pas pour toi, c'est parce que quand on avait réfléchi à ma liste, Il y en a plein qui ont essayé de gratter 50 points d'accord. en disant mais attends c'est bon, c'est 15 points, on s'en fiche. Avait vraiment essayé de faire ça. Marco, t'es un escroc. Bête d'escroc. Moi, on pouvait faire une bête de liste à 5 points de plus et j'ai même pas posé la question. Et toi, en fait, je t'explique. Moi, je me suis carré avec mes lunettes. Sur le dernier battle, sur la dernière mise à jour, ils m'ont augmenté tous mes points. C'est bon. Boubou. Alors. Boubou. On verra quand on aura gagné le tournoi si cette augmentation n'était pas justifiée. Ah, mais moi, j'annonce tout de suite, si je perds, c'est parce qu'on joue à 1000 points. Oh mon dieu. Mais justement, non, mais ça, c'est intéressant. Tu peux enregistrer, s'il te plaît. Tu disais Clément que pour choisir en gros pour construire sa liste, et que du coup quand on dit construire sa liste, ça veut dire choisir les figurines qu'on va acheter. C'est important de fixer dès le début un petit peu le format auquel on va jouer. Et c'est vrai qu'à OS ça a une importance, c'est-à-dire que tu peux pas. T'as des formats t'as des unités qui seront plus intéressantes à 1000 points, d'autres qui seront plus intéressantes à 2000, mais c'est pas nécessairement, je prends ma base de 1000 points, puis je lui rajoute 1000 points pour faire 2000. C'est pas forcément comme ça. Non, effectivement. Tu vas avoir des unités qui sont toujours plus intéressantes à petit format ou trop puissantes à petit format par rapport à d'autres. La première chose déjà que vous avez dans le livre de base qui vous est dit dans le jeu en égal, c'est que vous avez interdiction d'utiliser une figurine qui coûte plus de la moitié des points de votre armée, qui est une règle que je vous conseille de toujours respecter parce que vous allez vite vous en rendre compte, mais les figurines qui sont trop fortes sur des petits formats, en fait ça joue tout seul. C'est clairement, si vous mettez une Moratti par exemple à 1000 points,
ça va être très compliqué pour votre adversaire de pouvoir la gérer avec ce qu'il peut avoir pour 1000 points. Donc c'est pour ça que effectivement des figurines telles que Moratti, ou même des fois des plus petites qui vont entrer en dessous de 500 points, Moratti, je précise, c'est une déesse de l'ordre, une déesse elfique, qui est une très grosse figurine et une petite. D'ailleurs, c'est 2 figurines sur le plateau et c'est très fort. Ça tape et ça envoie des sorts. Et tu vas avoir plein de figurines comme ça, un Kragnos sur du 1000 points, voilà. Tous les tours il lave 1 à 2 unités sans trop s'emmerder, c'est pas rigolo. Donc c'est pour ça que votre choix de format va effectivement impacter votre liste, comme le disait Guillaume, parce que vous n'allez pas devoir jouer de la même façon. Déjà, la première chose à faire une fois que vous avez choisi votre format, ça va être de respecter certaines conditions pour que votre liste soit valide. Donc là encore, ça va dépendre par rapport au nombre de points choisis, mais vous allez avoir une limitation sur le nombre de héros, le nombre de monstres et le nombre de d'artillerie. Vous avez aussi une limitation d'ailleurs sur les sorts persistants, et il y a sans doute d'autres limitations, vous pouvez toutes les trouver. D'ailleurs, si vous voulez créer une liste, je vous conseille d'aller sur Warhammer Community. Hop, je vous montre vite fait qu'est-ce qu'on fait. Hop, vous êtes sur Warhammer Community, vous allez dans Fact Download, pas du tout, vous allez dans List Building Tools, et vous avez ici le War Scroll Builder. Et en fait, en cliquant dessus, ça vous envoie directement sur une magnifique page qui vous permettra de choisir votre allégeance, votre armée, et vous avez ici toutes les contraintes pour pouvoir créer votre liste, qui vont s'adapter selon le point que les points auxquels vous voulez jouer. Vous avez vu 750, 1150, 1500, 2000 et 3000. Je vais y arriver. Je fais mon dyslexique ce soir. Donc par exemple, si on prend du 1000 points, hop, on va voir qu'on a besoin que de 2 battle lines, donc que 2 lignes en 1000 points. On peut être limité à 3 héros max, 2 behemoths, 2 artilleries, alors que si je passe en 2000, hop, on a 3 lignes obligatoires, 4 behemoths et 4 artilleries, et on peut monter jusqu'à 6 héros. Donc vous allez avoir vos restrictions comme ça à respecter, qui vont être assez importantes. Vous en avez une autre qui est nouvelle depuis la V3, c'est les renforts. Depuis la V3, en fait, vous ne doublez plus vos unités comme vous voulez. En fait, vous devez utiliser un point de renfort pour doubler l'effectif d'une unité de votre choix. Et à 1000 points, vous n'en avez que 2 disponibles. À 2000, vous en avez 4 de disponibles. Ce qui vous limite aussi pour éviter de faire des gros packs. Mais vous inquiétez pas, à 1000 points, ça va pas trop vous emmerder. Parce qu'il faut y aller quand même pour doubler tout ça, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas à rentrer grand chose. Ensuite, moi, ce que je vous conseille, c'est que là, vous vous retrouvez donc face à votre livre, vous êtes tout qui est prêt. Maintenant, il va falloir faire un choix de ce que vous allez jouer, et ce choix, en fait, ça va tourner autour des unités que vous aimez, clairement, que vous aimez en termes de gameplay ou en termes de figurines, de modèles. Parce que c'est le meilleur moyen de toute façon pour commencer à jouer. Un autre conseil, ne partez jamais sur les trucs qui sont forts dans la méta. La méta change tous les 6 mois, voire moins. Des fois, ça peut être tous les 3 mois. Il y a des mises à jour sur certaines figurines. Donc, vous imaginez bien que acheter des figurines parce qu'elles sont fortes, 3 mois après, elles le sont peut-être plus du tout. Et en fait, celles que vous aimiez, qui étaient pas forcément fortes, elles sont devenues super fortes. Donc, vous bloquez pas là-dessus. Dragon Par exemple, c'est un très bon cas. Bah, les dragons, pour le coup, ils ont été nerfs avant que tu puisses les acheter. Tu changes d'armée tous les 3 mois. Ouais, bah écoute, est-ce que tu penses que déjà en 3 mois t'es capable d'avoir une armée peinte? Ça dépend. Ça dépend si tu l'achètes de la peinte ou pas, bah voilà. Ouais, ça dépend si tu payes un mec pour l'avoir. Et encore, faut que le mec il ait pas 3 mois de délai. Parce que ça peut être casse-couille. Donc en fait vous allez choisir vos unités sur lesquelles en fait vous allez devoir baser votre liste et ensuite tourner autour des synergies qu'il va y avoir. Donc vous allez avoir des héros qui vont donner des synergies, peut-être même des monstres, ce genre de choses, les aptitudes de toutes vos unités qui vont pouvoir booster ou non votre unité préférée et monter votre liste autour de ça. Donc ça peut être un héros, par exemple, vous allez vous dire bah moi je kiffe Eltarion, Light of Zeltarion, de côté des Luminettes, c'est l'armure vide là qui est extrêmement stylé, qui est un super dueliste, et vous allez dire bah voilà, ça va être ma pièce centrale, je veux que mon armée tourne autour de ça, et vous allez monter autour en disant bah il va y avoir ça pour les protéger, je vais mettre ce sorcier là pour pouvoir le booster, je vais mettre des archers, comme ça ils vont pouvoir le soutenir à distance quand il va être dans la merde, ce genre de conneries. Profitez en fait de comment se joue votre héros pour monter votre liste autour de ça. Et ce que je compléterais en fait sur ce que tu dis, c'est que ça va de pair avec là ce que tu viens de dire et le fait aussi de pas regarder trop la méta en fait, c'est que
une armée, ça s'apprend. C'est-à-dire que là, si on est en train de parler de comment faire une liste d'armées, ça veut dire que il y a de très fortes chances pour que vous soyez en train de vous lancer dans AOS. Et donc, du coup, jouer méta, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre les meilleures unités et puis les jouer comme il faut les jouer. Sauf que quand on commence, on les joue pas forcément comme il faut les jouer. Le style de jeu qui correspond à ça ne nous plaît pas forcément non plus. Et donc du coup, le fait de partir sur une unité, une figurine qui nous plaît déjà, ça va plus aller dans le sens de je joue comme j'ai envie de jouer. Et ensuite de construire un petit peu comme toi, tu peux le faire et le promouvoir entre guillemets, Clément, c'est de trouver des manières pour jouer, pour que ça tourne autour de cette unité, autour de cette figurine en particulier, et que le tout fasse un ensemble cohérent. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment très important, en tout cas sur AOS, parce que sur MCP et sur 40K, je connais pas suffisamment pour pouvoir en parler. Pareillement. Effectivement, en fait, ça va être le souci, effectivement, si vous êtes assez débutant, de comprendre tout ça. Donc à ce niveau-là, je m'inquiète pas, vous allez sur YouTube, vous allez trouver des tonnes de vidéos pour vous expliquer un peu à quoi servent les unités, comment elles fonctionnent, etc. Attention quand même, petit bémol, souvent les vidéos que vous allez trouver, et c'est normal, ce sont des vidéos qui sont là pour faire une revue sur le Battle Tome. Donc il regarde tout d'un point de vue compétitif, avec un œil très compétitif, en cherchant ce qui est fort, etc. Parce que dès que tu commences à faire une analyse approfondie sur un Battle Tome, tu le fais pas juste pour des petites listes fun, tu vas le faire forcément pour l'optimisation. Ouais. Donc attention, c'est-à-dire que souvent vous allez voir des unités qui vous plaisent et on va vous dire en fait elle est nulle, elle sert à rien. Ça marche mieux de ce côté-là, etc. Donc essayez de pas rester sur cet avis-là en disant l'unité que j'aime bien elle est nulle, et en fait approfondissez vous-même, regardez vous-même, et je parle d'expérience parce que j'ai déjà eu des unités comme ça que j'aimais beaucoup et que tout le monde disait qu'elles étaient nulles à chier. J'en ai rien eu à foutre et je les ai quand même jouées, et il s'avérait qu'elles étaient pas nulles à chier en fait hors compétitif, et que même elles étaient plutôt fortes. Même extrêmement fortes en fait. Entre ce qui est 100% optimisé d'un point de vue statistique pour une compétition et ce que tu arrives à rentabiliser 2 parties sur 3, et finalement c'est ce qui compte parce que c'est comme ça que tu aimes bien jouer, la frontière elle est parfois pas énorme, et donc du coup autant se faire kiffer, parce que si t'es pas là pour finir premier à chaque tournoi, mais au contraire que t'es là pour prendre du plaisir avec tes potes, c'est peut-être un petit peu mieux de réfléchir dans ce sens-là. Non, c'est clair, et c'est là où justement il va falloir que vous réussissiez à analyser un peu selon le war scroll de votre unité, quel est son but, quelle est sa fonction au sein d'une armée, comment elle est faite. Alors il arrive d'avoir des unités des fois qui ne sont pas forcément bien designées, je dirais, qui vont avoir le cul entre deux chaises, et du coup vont être à moitié tanky, à moitié offensive, et du coup ça va être un peu plus compliqué de trouver de les utiliser de façon optimisée, mais la plupart et la grande majorité des unités ont quand même un but majeur, et le font très bien. Si vous êtes plus sur des unités offensives, vous allez pouvoir trouver des héros en soutien qui vont leur donner des boosts offensifs, des relances, des moyens de charger plus facilement ou de se déplacer plus vite pour aller plus vite au contact, ou inversement, si vous aimez bien des unités plus défensives, de se rendre compte déjà que c'est une unité défensive, ça c'est très important, et de pouvoir les améliorer, les buffer, etc. Et dans le cas des unités défensives, je le dis parce que moi c'est un truc sur lequel j'ai eu beaucoup de mal, et que j'ai mis pas mal de temps à comprendre sur AOS. Vous avez pas mal d'unités qui sont là pour crever, en fait. Et il faut l'accepter. C'est ça, c'est de la chair à canon. Même si c'est une unité que vous aimez bien. Moi, je sais que je m'étais fait avoir au début, parce que j'avais commencé avec les Stormcast. Dans ma tête, j'étais en mode des Stormcast. C'est un peu comme les Custodes, tu sais, ou comme des Space Marines. C'est un mode, c'est tous des putains de héros de base. Et quand. Ouais, voilà. Et en fait, quand t'arrives et que tu te prends une charge et que t'en as 5 qui sautent, t'es en mode. Oh. Waouh. Alors. C'est du popcorn de luxe, mon gars. C'est ça. Donc il faut être conscient qu'une unité, des fois, son rôle c'est de crever, mais en fait elle le fait pour que des choses plus importantes ne crèvent pas. Donc c'est quelque chose à bien. C'est le cas par exemple des zombies pour aventuriers des jeux. C'est ça. Ou des archers de Marco, tu vois, c'est fait pour être envoyé au front et puis mourir tout de suite. Non. Après les zombies sont un peu aussi, tu vois, les zombies sont par exemple le genre d'unité qui a un peu la double casquette, parce que elles ont quand même malgré tout la capacité d'aller faire très mal, mais tu peux prendre par exemple du
du Vincitor, les nouvelles donc lignes Stormcast qui sont extrêmement résistantes, qui tapent très peu, mais en fait on les prendra jamais pour taper, même si elles peuvent se défendre, on les prendra surtout parce qu'en fait elles tankent et elles encaissent extrêmement bien. Et si vous voulez faire une liste entièrement avec ça, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir beaucoup de mal en fait à tuer vos adversaires, surtout s'il y a de la masse. Donc c'est très important justement d'analyser ça sur vos listes. Je pense qu'on a fait le tour. Juste avant que tu continues, parce qu'après on va oublier, on fait une petite parenthèse pour répondre à Sol Carlus qui nous demandait Immortal Realms pour se lancer dans AOS, c'est jouable ou pas? Oui. Oui, clairement. D'accord. Il y a eu un doute. Il y a eu un doute au début quand il y a eu l'annonce des nouvelles figurines Stormcast, qui a presque 6 mois de ça, 8 mois de ça. On a eu un doute en se disant bah merde, attendez, on est en train de faire une collection avec des vieilles figurines. En fait, il y en a des nouvelles qui sortent. Les deux existent toujours. Ce n'est pas un remplacement de figurines, ce sont des ajouts. Et ça se joue, même si ce n'est pas forcément, tout n'est pas forcément méta. Il y a quand même pas mal de choses que vous allez avoir dans la collection Mortal Realms qui est jouable. Sur les Stormcast, il y a quand même pas mal de figurines qui sont. Oui. On en reparlait la dernière fois, hein, t'as des très belles figurines, d'un point de vue modélisme déjà t'as des très belles figurines, mais même en termes de jeu t'as des trucs qui sont jouables. Alors oui, t'en as certains qui sont moins méta comme tu disais. Au niveau des Nighthaunt, il y a quelques figurines qui sont pas méta, c'est globalement les Nighthaunt, donc du coup c'est sûr que là c'est tout de suite moins intéressant, mais il y a des rumeurs qui disent que le BT devrait pas trop tarder non plus, donc à terme ça devrait quand même... Mais même ça, en fait, je pense que ça faut pas non plus se bloquer concernant les Nighthaunt, c'est-à-dire qu'on peut se dire bon bah elles sont pas méta, mais voilà, quand vous voyez tout le monde vous dire ça, c'est qu'elles sont pas méta en compétitif, qu'on les verra pas en compétitif. Si vous voulez jouer en fun avec vos amis et que vos amis vous font pas des listes dures où ils vous lancent, ils ont allé voir sur internet ce qu'il y avait sur le dernier tournoi et qu'ils vous jouent ça, si vous jouez contre des mecs sympas en fait, qu'on peut vraiment appeler des amis. Si vous jouez pas contre des gens qui en veulent à votre vie, en fait, tout simplement. En fait, vous allez voir que vos Nighthaunt, ils vont quand même faire mal. Et encore plus, malgré, on va dire, quelques défauts qu'ils auraient pu avoir avec les V3, vu qu'aujourd'hui, beaucoup plus d'unités commencent à avoir de l'arène, de la perforation d'armure, pardon. Donc, leurs armes, en gros, diminuent la sauvegarde adverse. Et en fait, les Nighthaunt sont entièrement immunisés à ça. Donc, juste, par exemple, si vous jouez contre du Stormcast, il n'y a pas une seule figurine Stormcast, ou alors il y en a peut-être juste une qui n'a pas de pénétration d'armure sur ses niveaux de perforation d'armure d'ailleurs sur ses armes. Donc c'est vraiment des fois des bons avantages. Vous avez moyen de vous faire des listes assez sympas, ça va plus jouer sur de la horde, etc. Alors c'est pas faux, effectivement, c'était un gros problème des Stormcast. L'avantage entre guillemets de ce problème, c'est que tout est jouable quasiment dans les Stormcast. C'est-à-dire que quelle que soit l'unité que tu as parmi les Stormcast, elles seront jouables. Après, on va pas rentrer dans un détail Stormcast Nighthaunt, c'est juste pour répondre quand même sur la question concernant Mortal Realm. Oui, c'est jouable. En fait, la vraie question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que les figurines qui sont dedans te plaisent ? C'est juste ça. Mais en tout cas, si elles te plaisent, t'inquiète, tu pourras les jouer et il n'y aura pas de souci, ça marchera très très bien. Alors, du coup, si on en revient au sujet de... Parce que donc là, il y a Truc qui colle qui nous dit le problème des Stormcast, c'est qu'ils ont autant de War Scroll que toutes les autres armées combinées. Donc c'est vrai, après, est-ce que c'est un problème ? Bon, je suis pas sûr. Et Biscarix qui complète en disant c'est jouable, ça permet d'apprendre à moindre coût. L'avantage, une fois que tu connais, tu peux prendre une ou deux références pour compléter. Oui, ça c'est clair. Tu pourras toujours compléter derrière. Et enfin, Truc qui colle qui nous dit, et pour s'y retrouver entre un Castigator, un Annihilator, un Désanusor, faut être pas mal physionomiste. C'est pas faux, mais bon, en général, quand tu les as et qu'elles sont à toi, tu sais les reconnaître. Les Désanusors, ils sont chauves. Ils sont chauves et en général tu les sens venir. Du coup, alors pour en revenir du coup pour la construction de liste à proprement parler. Donc là, on a pris notre armée, enfin on a choisi notre armée, on a regardé quelle était l'unité ou les unités qui nous plaisent, on a commencé à construire en suivant les règles de base autour de ça, donc en suivant les règles, les restrictions, tout ça. Maintenant, quels sont les points d'alerte en fait que tu pourrais donner, les trucs auxquels il faut penser, ou au contraire les pièges à éviter, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi.
cette unité-là, elle a l'air de faire beaucoup de dégâts. Bon, ils sont pas très nombreux, mais c'est pas grave, ils font beaucoup de dégâts, donc je vais prendre que des unités qui font beaucoup de dégâts. Oui, mais du coup, tu te retrouves avec une armée peu populeuse, donc pour la prise d'objectif, c'est plus compliqué. Ça, par exemple, c'est un point d'alerte auquel je pense tout de suite. Quels sont ceux que tu pourrais recommander pour construire une armée qui est cohérente ? Alors effectivement là tu l'as précisé sur la capture d'objectifs, il faut y penser. J'en ai profité, c'était le seul que je connaissais. Hein. Non, mais c'est une vraie question. Alors aujourd'hui c'est quand même moins le cas, c'est-à-dire que ça a été arrangé avec la V3 aussi. À l'époque ce n'était qu'une figurine ne comptait que pour un, c'est-à-dire que tu avais un Nagash qui coûtait quasiment la moitié de ton armée. Si tu le mettais sur un objectif, il comptait pour 1. Bon, maintenant tu vas me dire, il coûte quand même la moitié de ton armée, mais il compte pour 5, ce qui est pas mal. Donc, c'est pas non plus fou, mais c'est pas mal. Concernant par exemple certaines armées telles que les géants, ils vont compter pour 30, il me semble, sur un objectif. Donc ça commence à causer, surtout que s'il y a 30 gus à côté d'eux, vous inquiétez pas, ils vont voler. Donc c'est aujourd'hui un peu mieux géré, parce que en fait une figurine standard, donc avec je crois que c'est de 1 à 4 PV, ça compte pour 1 sur un objectif. À partir de 5 PV, ça compte pour 2. Et si c'est un monstre, ça compte pour 5. C'est comme ça que ça fonctionne. Après, il y a certaines règles, donc dans les allégeances que je disais par exemple pour les géants, vous avez aussi en Stormcast, où vos lignes pourraient compter pour 3 dans une certaine allégeance. Et tout de suite, c'est vraiment bien. Donc on a moins de soucis pour caper qu'on pouvait avoir avant. Effectivement, après, il faut faire attention quand vous créez votre liste. Pensez à ce que je disais tout à l'heure, avoir des unités qui vont être là pour crever. Et en fait, c'est toujours bien dans une liste de pouvoir mettre des trucs devant qui vont encaisser les premières charges adverses. Surtout sacrifiable, quoi. C'est ça, c'est de la chair à canon que vous allez mettre devant. Comment tu définis une unité sacrifiable ? C'est quoi pour toi une unité sacrifiable ? Quels sont les critères qui en font une unité sacrifiable ? Il y a plusieurs choses. Soit c'est qu'il y a là un gros pool de PV pas cher. C'est-à-dire que tu vas payer 70 points ou 100 points ton unité et tu vas avoir 10 voire 20 PV dedans. Soit c'est une très très grosse sauvegarde qui va te permettre du coup, avec peut-être moins de PV, mais avec une sauvegarde en 3+, par exemple. Donc là, c'est le cas des Stormcast avec les Vincitor. Donc c'est les lanciers, qui sont 2 PV chacun, 5+, pour 130 points. Donc en fait, c'est super bien, quoi. C'est juste un super compte. Vous pouvez penser par exemple aux zombies. Je sais plus exactement, tiens, aventurier des jeux, les 20 zombies, combien ils te coûtent. C'est... 135 ? Non, 100... moins. Je sais plus exactement. Attends, je peux regarder. En fait, je suis sur un truc. Hop, Death, hop, Soulblight, faction, Soulblight, unité. Hop. Les petits, ils sont où les petits machins ? Je les Gravesguard. Zombie, 115 points, voilà. Vous avez 115 points, donc 20 PV. Alors c'est 20 PV avec une sauvegarde à 6, je crois, ou même sans sauvegarde, je sais plus. Je crois que c'est une sauvegarde à 6 de base. Donc voilà. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand vous allez avoir beaucoup de PV... En fait, quand vous allez avoir beaucoup de PV, votre défaut, ça va être les personnes qui vont avoir de la saturation. La fameuse saturation. Quand vous allez avoir beaucoup de PV, en fait, votre problème, ça va être les unités en face qui vont saturer. Donc, quand j'entends saturer, c'est des unités qui vont faire beaucoup d'attaques et donc vous donner beaucoup de blessures, sans forcément des grosses perforations. Mais du coup, ça va vous faire chier parce que si vous devez lancer 20 dés en 6+, vous allez en perdre pas mal de mecs. À côté de ça, les unités qui ont une grosse sauvegarde, elles vont être du coup beaucoup plus... elles vont moins craindre la saturation parce que quand je lance 20 dés en 3+, je vais quasiment rien prendre dans la gueule, quoi. Pour peu que je me mette un +1 en save, je passe en 2+, j'ai pas grand chose à craindre. Si j'ai un mec qui saute, voilà, quoi, je suis content. Mais par contre, ils vont craindre la perforation d'armure. Si vous allez taper sur ces mecs-là avec une perf -1, -2, en fait, leur sauvegarde, tout de suite, elle commence à faire mal, et vous pouvez même des fois aller plus loin et commencer à mettre de la blessure mortelle dessus, puisque le PV coûte cher quand t'as de la grosse sauvegarde, et ça saute. Donc, faut réussir à trouver le juste milieu par rapport à ce que vous pouvez déjà dans votre armée. Toutes les armées ne font pas tout, hein. Vous trouverez pas, par exemple, je pense qu'en Soulblight, tu trouves pas trop de lignes, enfin, chair à canon qui ont des grosses sauvegardes, et inversement, chez Stormcast, vous trouverez pas de la masse avec beaucoup de PV, mais une sauvegarde de merde. Donc ça va dépendre principalement de votre armée. Ok. Mais donc du coup, si on devait résumer un petit peu tout ça, globalement, par exemple, si on part sur un format 1000 points, on va dire que c'est un format pour débuter.
Du coup, sur un format 1000 points, il faut qu'on ait un petit peu de chair à canon modulo, du coup, l'armée. C'est-à-dire qu'en fonction de l'armée, ça sera pas la même chair à canon. En fait, l'avantage... Les Gloomspite, c'est que ça. C'est que de la chair à canon. non, quand même pas. Mais en fait, c'est ce qui est, entre guillemets, ce qui va vous sauver pour la partie chair à canon, c'est que souvent, les unités chair à canon sont des lignes. Et pour faire une liste, vous êtes à 1000 points, il vous faut au minimum 2 lignes. Et 3 lignes à 2000 points. Donc en fait, vous risquez de les avoir involontairement. Après, il faut faire attention, parce que certaines allégeances ou certains héros mis en général vont vous débloquer de nouvelles figurines en ligne, et il arrive que ce ne soit pas forcément des unités chair à canon. Ça va être souvent des unités d'élite, donc là, ça veut dire que votre liste va avoir un tournant tout autre, et vous allez être beaucoup plus... En fait, il va falloir être sûr de taper en premier, parce que si jamais on vous charge avec vos unités d'élite, ça peut faire mal. Ça peut être un peu plus casse-couille. Donc, alors, on a Carlus qui nous dit en résumé, il n'y a pas de règle, tout dépend de l'armée. Oui, d'une certaine manière, bien évidemment, ton armée va orienter, mais justement, ce qu'on est en train d'essayer de dessiner, c'est un contour global d'armée qui est quand même qu'il faut quand même respecter pour pas faire de grosses erreurs. Donc en gros, à 1000 points, c'est une ou deux unités qui sont quand même un petit peu plus de la chair à canon. Une ou deux unités, on va dire, qui sont peut-être un petit peu plus de l'élite, en tout cas qui vont être là pour taper, pour faire mal. Et donc dans ce cas-là, on va, d'après ce que tu dis, Clément, plutôt rechercher des unités qui vont avoir soit beaucoup d'attaques pour saturer, soit moins d'attaques, mais avec de la rend, donc de la perforation, pour annuler les armures adverses. Et puis ensuite, en plus de ça, on va avoir quoi, un ou deux personnages. Alors les héros, il y a les héros, donc là après sur les héros, vous allez voir aussi selon votre armée ce que vous pouvez mettre dedans, mais vous allez souvent avoir du sorcier, ou des héros, on va appeler ça des héros totems, qui vont buffer les unités autour d'elles, leur donner des bonus, pouvoir les soigner, etc. etc. Pour moi, il y a autre chose qui est très important aujourd'hui à avoir dans sa liste, et que si vous pouvez et que vous en avez pas cher, c'est toujours bien à prendre. Si vous en avez des gros, à 2000 points, c'est mieux, mais c'est plus compliqué des fois de les rentrer à 1000 points. C'est un monstre. C'est tout con en fait. Là, on est plus sur la méta pour le coup. Alors, ça tourne autour de la méta, mais c'est quand même important. Ça va, je vais l'expliquer, mais en fait, ça va vous servir pour marquer vos points aujourd'hui. En fait. Donc là, ce que je vous dis concernant les monstres, ça marche durant 7 saisons, c'est-à-dire que ça marche jusqu'au mois de juin, parce que normalement au mois de juin, il devrait y avoir des changements là-dessus, mais grosso modo, en ce moment, les monstres vous donnant des bonus lors de la capture des points ou lors de l'application de certains objectifs secondaires. Objectif secondaire, je rappelle, au début d'un de vos tours, vous allez avoir une liste d'objectifs, vous allez en choisir un. Si vous l'accomplissez, vous gagnez 2 points à la fin de votre tour. Et en fait, il y a beaucoup de ces objectifs-là qui vont soit vous demander d'utiliser un monstre, soit vous donner un bonus de points si vous utilisez un monstre. Par exemple, vous allez gagner un point de plus si vous avez réussi à tuer une ligne adverse durant ce tour. Et hop, si vous le faites avec un monstre, donc ça fait 3 points au lieu de 2. Donc c'est assez intéressant, et réussir à caler un monstre dans votre liste, c'est pas mal. Et en plus, ça revient aussi tout à l'heure à ce que je disais sur la partie, sur ce que t'évoquais Guillaume, sur le fait de capturer les points. Un monstre, ça compte pour 5. Donc si vous avez des monstres pas chers, vous le foutez sur un objectif, un monstre qui fait un peu peur, les mecs vont pas vouloir envoyer n'importe quoi dessus selon ce qu'il va pouvoir gérer, et il peut laminer pas mal de trucs. Bon, je vais essayer d'aller vite, parce qu'on est passé déjà pas mal de temps. Je vais finir avec les derniers trucs un peu importants que vous faites votre liste. Pour moi, il y a 3 choses qu'on n'a pas encore évoquées. La première, c'est votre général. Vous allez devoir choisir un général d'armée, et votre général va gagner un trait de commandement. Donc déjà, quand vous allez choisir votre général, j'ai un peu évoqué déjà, il peut avoir des effets sur votre liste, par exemple en transformant certaines unités en lignes. Donc ça fait que vous pouvez avoir beaucoup de lignes dans votre armée. Ça va être intéressant, on va revenir dessus tout à l'heure, sur le 3e point. Et votre général, donc en plus de ça, va gagner un trait de commandement, donc ça va être un passif qui va avoir en plus, donc c'est des fois des règles qui vont être utilisables une fois, soit des règles qui vont le booster tout seul, soit des règles qui vont booster les autres figurines autour de lui. Donc là, il faudra voir dans votre livre de règles, il en existe des génériques, mais dans votre Battle Tom, vous allez pouvoir trouver des règles pour votre général. La deuxième chose, c'est un artefact en fait. Quand vous créez votre liste, vous avez le droit de prendre un artefact. D'ailleurs, je peux en continuer d'autres encore que je viens d'oublier. 4e chose, on verra après. Donc un artefact, donc là pareil, dans votre livre vous allez avoir pas mal d'artefacts. Il existe aussi des génériques, ça va être pareil, une petite règle passive ou un boost que vous allez pouvoir mettre sur un héros et qui va donc soit vous permettre de taper plus fort, de mieux résister ou différents trucs. L'autre chose donc, que je viens de me souvenir, c'est que dans le cas de vos sorciers ou de vos prêtres, vous allez pouvoir choisir un sort supplémentaire qu'ils connaissent. C'est-à-dire que de base, ils connaissent
2 à 3 sorts, c'est-à-dire qu'ils connaissent toujours les 2 sorts génériques qui sont le bouclier mystique et le trait mortel, donc l'un qui est offensif, l'autre qui est défensif. En ce moment, grâce au royaume de Gur, donc la saison actuelle, ils connaissent un autre sort qui permet de transformer un héros en monstre, donc ça vous permet de faire des petits tricks de jeu, et ils en connaissent souvent un ou deux qui est sur leur propre War Scroll, qui est un peu leur sort signature. Et en plus de ça, donc vous avez un domaine de sorts dans votre Battle Tome qui liste pas mal de sorts auxquels ils peuvent avoir accès, donc vous pouvez en choisir un de plus. Donc il y en a un dans votre Battle Tome et il existe aussi 2-3 sorts génériques que vous pouvez choisir, que votre sorcier connaîtra et pourra lancer durant la bataille. Évidemment, vous ne pouvez en choisir que un, sauf si vous mettez une optimisation, mais ça on s'en fout. Et le 4e point, qui est donc très important, c'est votre grande stratégie. En fait, quand vous allez faire votre liste, vous allez devoir choisir un objectif. C'est-à-dire que ça va être un peu l'objectif de votre liste au sein de la partie. Et si vous accomplissez cet objectif à la fin d'une partie, vous gagnez 3 points de victoire supplémentaires. Et vous en avez certains qui sont vraiment pas mal. Donc j'ai évoqué tout à l'heure par exemple qu'avec un général, vous pouvez passer pas mal d'unités en ligne. Je le pense par exemple en Daughter of Cain, si je choisis un général qui est médusé, en fait toutes les unités médusées passent ligne, et ça me permet du coup d'avoir potentiellement, parce que sur des unités d'élite, et bien potentiellement je pourrais avoir une liste entièrement avec des unités ligne. Et si vous combinez ça avec une grande stratégie, donc votre objectif de partie, c'est qu'à la fin de cette partie, il vous reste toujours une ligne sur le plateau, et vous allez pouvoir gagner vos 3 points de plus, et vous avez donc, je crois, 8 ou 9 grandes stratégies disponibles. Vous en avez certaines qui vont vous demander de garder au moins un monstre, de buter le général adverse, de garder des sorciers ou des prêtres, ce genre de choses. Donc vous avez différents trucs, donc en fait vous pouvez vous dire, voilà, ma liste, je regarde ma liste un peu ce que j'ai, est-ce que je me dis qu'à la fin de partie il me restera des lignes, est-ce qu'à la fin de partie il me restera des sorciers ou un monstre au moins qui sera en vie, est-ce que mon monstre je suis sûr qu'il restera jusqu'à la fin de la partie, etc. Et votre adversaire en aura un aussi, du coup, que vous allez pouvoir essayer de défoncer. Si vous savez que votre adversaire, son objectif, c'est de buter votre général, et ben vous allez tout faire pour que durant la partie, votre général ne crève jamais, tu vois. Ça peut être des choses comme ça. Et si jamais vous le butez, pour que la mission s'accomplisse, il faut que le sien reste en vie. Vous allez dire, bon bah, il a réussi à buter mon général, si je bute le sien, je lui empêche d'accomplir sa mission. Et c'est la dernière chose que vous allez devoir choisir. Après, vous pouvez aussi baser votre liste autour de ça, parce que c'est quand même 3 points. En fin de partie, ça peut, quand vous êtes sur des parties assez serrées, ça peut quand même vous redonner un avantage assez important. Donc, ne jamais le sous-estimer. On va conclure un peu là-dessus pour la partie AOS. Une partie, finalement, là tu dis 3 points, c'est pas négligeable. Une partie, finalement, ça se joue donc en 5 tours. C'est ça. Max. Et donc ça se finit en général à peu près à combien de points de victoire? Quelle est la fourchette? Alors ça va dépendre des scénarios, évidemment. Il y a combien de scénarios qui existent? Je crois qu'il y en a une dizaine à peu près. On va dire que sur la grande majorité de ces scénarios, vous allez être entre 13 et 18 points de points marquables durant le scénario uniquement, donc vraiment par rapport à ces règles de scénario. À ça, vous allez pouvoir ajouter jusqu'à 14 points d'objectifs secondaires. Ouais. Alors là, je compte, parce que normalement c'est 2 points par tour, donc ça devrait se limiter à 10, mais vous avez certains où, comme je disais tout à l'heure, grâce à un monstre, vous pouvez gagner un petit point bonus. Tu passes un héros monstre qui tue lui-même un monstre, voilà. Et puis ça fait des bonus partout. Voilà. Exactement, donc vous pouvez monter jusqu'à 14 points de secondaire, et donc 3 points de votre grande stratégie. Après, dans le plus gros scénario, alors il y en a 2 qui sont vraiment très élevés en points, 3 pardon. Après bon, j'ai fait les chiffres vite fait pour me poser la question, mais certains sont vraiment optimisés, mais je pense que c'est pas réalisable. Grosso modo, il y en a certains où dès le début il faudrait être derrière le camp adverse et tout, c'est très compliqué. Mais le plus gros. Sans parler des extrêmes, mais en gros en moyenne c'est à peu près combien, tu vois, En vrai, je te dis, t'es dans la 15 à peu près points, dans la grande majorité, et il y en a 2-3 qui montent dans les 40. Mais il y en a que 3 vraiment où tu peux monter où ça peut exploser à ce point-là, où du coup les primaires vont être très importants, mais la majorité du coup c'est 15 points. Donc comme je te le disais tout à l'heure, 15 points plus 20%. Plus encore 10-15 points d'objectifs secondaires, et tu rajoutes à ça 3 points de grande stratégie. Ça peut être intéressant. 10%, finalement, 3 sur 15 plus 15, 30, donc 3 sur 30, ça fait 10%. 10%, ça peut faire la différence en fin de partie. C'est ça.
Donc, et c'est d'ailleurs c'est aussi une façon de jouer, de se dire que bah, mon armée, d'ailleurs c'est des choses que j'ai pas trop dit dans la création de liste, mais vous pouvez vous dire que votre armée, vous pouvez faire votre liste autour des objectifs secondaires et tertiaires, donc votre tactique de bataille, votre grande stratégie, en vous disant bah j'aurais du mal à caper les points par exemple, donc je sais que je vais toujours en chier à aller capturer les points, je vais peut-être me concentrer sur un ou deux et laisser les autres selon le scénario, et en fait je vais tout miser sur les objectifs secondaires et tertiaires. En me disant, bah, tous les tours, je vais miser là-dessus pour rattraper mon retard et empêcher mon adversaire, évidemment, d'accomplir les siennes. Et si vous arrivez à valider vos 14 points de secondaire plus vos 3 points de grande stratégie, vous n'allez pas être ridicule et vous allez même pouvoir retourner une partie grâce à ça. C'est à prendre en compte. Ok. Très bien. Je pense que j'ai bien fait le tour sur tout ça. Ouais, non, là on a pas mal, on a une vue d'ensemble, bien évidemment. Là, vu que sur la même émission on veut parler des 3, bah on peut pas rentrer plus dans le détail. On est déjà même pas mal rentré dans le détail. Donc du coup ça donne une belle vue d'ensemble. Donc dans le chat, si vous avez des questions en particulier, surtout n'hésitez pas, vous venez les poser sur notamment on est accessible sur Facebook ou même sur Discord. Et donc du coup si vous venez nous poser toutes ces questions là pour demander des conseils sur Discord, on vous répondra. On essaiera de vous répondre en tout cas, et notamment Clément qui maîtrise bien le truc. Et un dernier truc. Objectif tertiaire, on est plus sur de la comptabilité gestion. Alors. Ça marche. Dernière petite chose, j'y pense, si vous voulez vous faire une liste sur OS, donc vous avez le War Scroll Builder que j'ai montré tout à l'heure qui est accessible via le Warhammer Community. Et actuellement, vous pouvez ici utiliser l'application Age of Sigmar. Donc vous allez voir, c'est un petit logo rouge avec le petit logo Age of Sigmar dessus. Et en fait, ça vous donne accès à tout ça vous donne accès à absolument tous les Battletome V2, les règles de Battletome V2. Vous pouvez créer vos listes dessus en choisissant bien vos artefacts. Vous avez vraiment quelque chose de très complet et à jour. Le seul défaut, c'est que c'est totalement en anglais. Donc il faut pas trop avoir peur de l'anglais pour pouvoir gérer ça. Par contre, c'est une super appli malgré tout et c'est censé un jour arriver en français. J'ai dit un jour parce que faut pas trop non plus en demander. Yes. Ok. Et puis les prix sont à jour par rapport à l'autre. L'autre est à jour depuis aujourd'hui. Ah, ok. Mais oui, il a mis du temps par rapport à... L'application a été mise à jour extrêmement rapidement suite à la dernière fac, alors que le War Scroll Builder qu'on trouve sur Warhammer Community a été mis à jour aujourd'hui. C'est quasiment 3 semaines, je crois, 3 semaines plus tard, alors que l'application a été mise à jour dans la semaine de la sortie de la fac. D'accord, ok. Bon, super, merci Clément pour ce tour d'horizon de comment faire une liste sur AOS. C'est cool. Et du coup, maintenant, on va passer à Marco, qui va nous parler de MCP, et on finira avec Adventure pour la partie Warhammer 40 000. Du coup, moi, je vais faire une liste en direct. C'était comme ça que j'avais préparé mon truc. Très bien. Mais je vais essayer de faire rapide. Ouais. Donc je propose à Clément d'aller sur le site MCP Database que je t'ai mis en lien. Celui-ci même. Voilà. Et donc c'est un site en anglais aussi. Voilà. Je comprends pas moi. Ça c'est cool. Et donc du coup on va créer une liste en direct. Et ce qui est bien, c'est que là en fait on peut faire des recherches de cartes. Et par thème, par nom, partout. Et donc là, vous avez d'un côté les characters, donc tous les personnages. Si tu descends un peu, vous avez les crisis cards, donc c'est tout ce qui est cartes de scénario qu'on va pouvoir jouer pendant la partie. Un peu plus bas, on a les team tactics, donc c'est toutes les cartes tactiques qu'on doit choisir. Avec le nouveau format, maintenant, on doit faire un roster de 10 personnages et avec 10 cartes. Et 3 objectifs sécurisation et 3 objectifs extraction. D'accord. Voilà. Et donc, moi, ma première question que je me pose quand je fais une liste, c'est est-ce que j'ai une figurine que j'ai envie de jouer en particulier ou est-ce que j'ai une faction que j'ai envie de jouer en particulier? Et là, ces derniers temps, j'avais envie de jouer Hulk et en particulier, donc, du coup, les Avengers. Et donc, je vais en même temps travailler cette liste avec vous. Et j'avais déjà un peu commencé, mais comme ça va pouvoir aller plus vite. Et voilà le raisonnement que je me pose. Si je joue Hulk est une figurine qui coûte 6 points de menace. Donc c'est un personnage qui est assez élevé. Il va falloir que dans ma liste, j'ai des personnages à 2, à 3, éventuellement à 4, à 5 et à 6. 5 et 6, je les mets dans la même catégorie.
Là, Marco, juste pour préciser, du coup, les figurines les plus chères, c'est 6 ? il y a encore plus cher, on a Dormammu qui coûte 8. D'accord, ok. Mais 6, ça fait partie des plus chers. Et le budget global, c'est combien En fait, t'as pas vraiment de budget global, c'est juste que dans les scénarios, ils vont te permettre en fait de jouer des listes entre 14 et 20 points. Ok. Et après, tu vas pouvoir choisir dans ton roster. Donc là, je vais prendre mon exemple de Hulk. Et moi, j'avais envie de m'amuser avec mon Hulk. Et je me suis dit, en fait, je vais créer une base. Et après, j'essaye toujours de créer une base d'au moins 3 personnages de la même faction pour pouvoir faire cette liste. Cette base, elle fonctionnera pas forcément sur tous les types de points. Surtout là, celle-là, j'ai envie de m'amuser un peu. Donc, je vais faire une liste full Avengers. Parce que aussi, je peux donner un conseil, c'est vous pouvez partir sur une double faction. C'est-à-dire mettre 5 figurines ou moins, ou un peu plus, ça dépend de ce qu'on veut, d'une faction, et en mettre 5 d'une autre faction, ce qui vous permettra par exemple de jouer, si vous faites une faction Web Warrior X-Men, bah, un coup les Web Warriors et un coup les X-Men selon ce que votre adversaire peut sortir en face de vous, etc. Là, moi, quand je... Tu reprennes, Clément, est-ce que tu peux grossir la fenêtre? Tu sais, tu mets la grosse fenêtre avec juste Marco, comme ça on verra un peu mieux le texte. Vas-y Marco, excuse-moi. Voilà, et donc du coup, par rapport aux listes MCP, on peut toujours... Donc là, je vous apprends pas à faire une liste de ports qui sera bon dans toutes les conditions. Moi, j'aime bien essayer de trouver des listes qui fracassent, mais en même temps qui restent méta. Donc je vais... Enfin, pas méta, mais fluff. Ouais. Voilà. Et donc là, par exemple, dans les Avengers, je pourrais très bien aller chercher des personnages d'une autre équipe que des Avengers. Mais moi, j'aime bien en fait faire des full listes de la même faction. Voilà, c'est mon délire. Après, on est tous différents, ou du moins, si je varie les factions, je serais peut-être tenté une fois de prendre un personnage qui correspond pas à la faction, mais je trouve ça plus intéressant de garder la même faction, et notamment qu'on va jouer ces cartes tactiques, et j'y reviendrai après. Donc là, dans MCP, la spécificité, c'est justement qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de restriction comme par exemple il peut y avoir sur un AOS où il faut toujours prendre des figurines de la même armée ou d'une même alliance ou en tout cas d'une même alliance. Là, tu peux prendre n'importe quelle figurine avec n'importe lesquelles. C'est ça. La seule différence, c'est que si ton armée elle n'a pas plus de 50% de la faction, eh ben, tu ne pourras pas avoir de capacité de commandement avec le commandant que tu auras choisi. D'accord. Là, par exemple, je joue Avengers. Si je sors une liste avec 4 figurines, il faut que j'ai au moins 3 figurines qui soient affiliées à Avengers pour pouvoir utiliser le pouvoir de Captain America. C'est strictement supérieur à 50%, c'est pas 2, c'est 3, d'accord. C'est ça. Donc là, moi, dans mon délire de la liste, j'avais envie de jouer du gros sac, donc je me suis dit, tiens, je vais faire un Captain America, Hulk, Thor. Donc c'est 3 gros tanks, et donc je vais pas... Alors, pas celui-là de Captain America, Captain America, Roger, voilà, celui-là. Steve Rogers. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est que la faction Avengers, le pouvoir, c'est de réduire de 1 le coût de mon premier super pouvoir par tour. En fait, Captain America a Bodyguard, donc à chaque fois que c'est le tour d'un autre mec, je peux refaire Bodyguard pour 1, ce qui est super rentable. Et Hulk a pas mal de pouvoirs qui sont super intéressants, notamment pour se déplacer plus vite, etc. Et Thor, c'est la même chose. Donc en fait, j'ai 2 gros buffs, un mec qui va tanker derrière, et ça, c'était ma base que je voulais établir. Et si on regarde les coups, donc j'ai du 4 points pour Captain America, 5 points pour Hulk, donc je suis à 9, et 6 points de comment il s'appelle, Hulk, donc je suis à 9 et 6, je vais être à 15. Donc ça veut dire que moi, dans les scénarios que je vais piocher, si j'ai envie vraiment de jouer cette base-là, je vais essayer de mettre des scénarios à minimum à 15 pour pouvoir les sortir plus facilement. D'accord. Mais comme c'est possible que je tombe sur un scénario à 14, il faut que je puisse adapter aussi mes autres personnages pour pouvoir jouer à 14. Oui, parce que c'est une possibilité, donc si finalement t'as pas toi de compo à 14, là tu te retrouverais donc... c'est ça. Je sais plus ce que t'as dit, mais en gros c'était 8... 8, 5 et je sais plus quoi, donc en gros... après j'ai d'autres personnages que je vais choisir. Oui, et mon but c'est qu'à la fin de ma compo, il faut que je puisse dire qu'est-ce que je sors en 14, qu'est-ce que je sors en 15, qu'est-ce que je sors en 16, qu'est-ce que je sors en 17, en 18, en 19 et en 20. Ouais. Parce que s'il y a un truc qui bug... optimisé à 14, du coup tu te retrouves potentiellement avec une team qui vaut 11 ou 12 quoi. Et du coup... Tu peux jouer moins ou tu peux carrément... du coup tu te fais fracasse, tu vois. Si c'est ça, ouais.
si t'as pas le même nombre de points. Et donc là, pour compléter les chiffres pairs, impairs, c'est pour ça que je disais, il faut varier les personnages à 2 et à 3, etc. Pour moi, les personnages à 3, c'est les personnages normaux. Les personnages à 2, c'est les personnages pas chers que tu vas pouvoir mettre en support s'il y a besoin de combler un trou. Et après, les personnages à 4, de 4 à 6, pour moi, c'était tank, c'était buff, et il faut que t'en aies. Parce que si t'en as pas dans une compo, c'est compliqué. Et donc là, pour continuer la composition, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai dans cette composition? J'ai du dégât de zone avec Thor, j'ai de la charge avec Thor, j'ai du déplacement avec Hulk, j'ai des petits tricks que je vais montrer après avec Hulk, et j'ai surtout des grosses clacasses avec Hulk. Par contre, Hulk est faible parce qu'il ne peut pas se retourner en face blessé. J'ai Captain America qui va me protéger Hulk pour pas qu'il se retourne trop vite et pour pas que mon adversaire me mette tout dans la gueule de Hulk. Et du coup, je me dis, qu'est-ce que moi je peux faire maintenant pour emmerder mon adversaire et qu'est-ce qui serait ma force? Et bien là, comme j'ai pas beaucoup de figurines, on est d'accord que les scénarios qui me demanderaient d'avoir des figurines à chaque bout du champ de bataille, ça m'emmerderait parce que simplement, je vais diviser en fait mes personnages et donc je vais me mettre en danger. Donc là, je vais essayer de trouver des scénarios qui me permettent, d'aller payer des trucs chers parce que mes gars sont chers, et 2, qui me permettent en fait de les laisser grouper et que je donne pas la possibilité à l'adversaire de me les séparer. Donc par exemple pour les extractions, je vais choisir des scénarios où j'ai un seul jeton à extraire. Exemple, donc là tu peux aller dans le truc du dessous, mission tactique, voilà, c'est ça, Crisis Card. Et par exemple, il y a une mission, c'est sauver le maire, alors elle coûte pas cher, ou découvrir l'agent Skrull qui est dans la botte de base, et en fait c'est 3 jetons au milieu, et une fois qu'on l'a découvert, on enlève 2 jetons. Donc moi au moins je me donne la possibilité de gérer qu'un seul jeton, et donc pour mon adversaire qui aurait beaucoup de figurines, lui c'est plus rentable pour lui de pouvoir gérer plein de jetons. Tu vois, la Major Fix elle coûte 16, donc on serait, là tu vois j'aurais un point qui serait un peu chiant avec cette compo là, mais en tout cas j'aurais suffisamment de points, et la mission m'intéresse pas mal, parce qu'elle comporte pas beaucoup de figurines. Ouais. Après, j'ai une autre mission que j'aime bien et que j'utilise souvent quand j'utilise pas beaucoup de figurines, c'est la mission où en fait il faut rester proche des trucs de Hulk. Attends, j'arrive pas à lire là. En gros, c'est les abris. Les abris, tu sais, Hulk il a pris un truc radioactif, les abris radioactifs, un truc comme ça. Alors je sais pas si t'arrives à le voir. C'est ça. Voilà, c'est ça. Gamma Wave. Ouais, c'est ça. Et donc du coup celle-là elle coûte 15. Et en fait le but c'est d'aller dans le camp adverse, parce que quand tu vas contrôler le gamma adverse, et ben du coup tu gagnes 3 points, donc ce qui est énorme. Et moi en fait, mais là dans ma compo de base, quand je fais avancer mes gros buffs, plus ils restent ensemble, plus ils cognent. Donc en gros, ça va être facile pour moi d'aller à l'extrémité. Donc si j'ai pris mon jeton, un jeton pour pouvoir le contrôler, et 2, je les mets là-dessus, du coup ça fait une très bonne compo. Maintenant, faut se dire qu'il y aura un des 2 objectifs qui sera choisi par mon adversaire. Donc potentiellement, je pourrais pas tomber sur ces 2-là, à moins que lui ait mis celui-là dans sa liste et qu'il tombe aléatoirement dessus, je serais trop content. Mais moi, je me sécurise comme ça. Maintenant, on doit choisir 3 scénarios. Je ferai pas les 3 scénarios avec vous, mais je vous montre l'exemple que je vais faire. Donc, si j'ai décidé de jouer des combos avec peu de figurines, je vais chercher des trucs où il n'y a pas beaucoup de trucs à faire et qui ne va pas disperser mes personnages. Et si je vais chercher des combos où j'ai 5-6 figurines, là justement je vais vouloir les disperser pour faire chier mon adversaire qui aurait pu avoir peu de figurines. Ok. Maintenant, donc, du coup, maintenant qu'on a choisi ça, moi je vais commencer à marier à côté. Donc là je me dis, là je suis en 15 points de base, qu'est-ce qui manque à ma liste si je dois augmenter ma liste et avoir ma Dream Team? Et ben là, du coup, moi, il me manquait de la distance. Parce qu'en gros, tous les personnages, c'était soit ils faisaient du corps à corps, soit ils protégeaient. Mais j'avais pas trop de mecs qui envoyaient à distance. Et le meilleur Avenger qui envoie à distance et qui coûte pas cher, c'est Hawkeye. Et je me suis dit, à 18, il faut que je sorte un Hawkeye. Ok. Et donc là, j'ai un mec à 18 qui va mettre des conditions sur les autres. Donc en gros, il a une attaque de base, il a pas 36 attaques, il peut se cacher, il n'est pas obligé en fait d'avoir des lignes de vue. Donc c'est un gros chieur, lui je vais le laisser en fond de table, et il va tirer à 5, il va sniper, et il va donner des facilités aux autres de pouvoir en fait les défoncer derrière.
Et donc ça, quand on est à 18 points, bah, du coup, ça m'ouvre d'autres scénarios où là, je vais pouvoir aller chercher des scénarios un peu plus chers. Alors, je ne les connais pas tous par cœur, mais en gros, je vais toujours chercher des scénarios avec peu d'objectifs et qui vont être dans les 18 points, justement, pour sortir cette Dream Team. Et après, derrière, donc je vais rajouter au fur et à mesure mes petites figurines. Et là, comme je vous ai dit, j'ai pas rajouté de figurines à 2 points. Donc là, je vais regarder dans la faction tous les figurines qui valent 2 points. Là, en l'occurrence, dans l'Avengers, on a, comment elle s'appelle, Black Widow, de la boîte de base. Et donc, elle me permettra à 2 points, si là, on joue à 20, par exemple, de la sortir en plus de Hawkeye. Et en plus, avec Hawkeye et Black Widow, on a des cartes qui matchent ensemble. Donc ça peut être sympa à 20 de partir là-dessus. Et ce qui me permettra... Comment ? Je dis, il y a une complémentarité entre les deux, donc du coup, ça... Tu as des cartes qui permettent en fait de jouer les deux en même temps. Donc ça peut être un avantage pour ta compo. Et elle, ce qui est bien comparé aux autres, c'est qu'en plus, on peut pas la cibler si elle est à moins de distance 3. Donc en gros, à 20, bah forcément, mon adversaire peut avoir 5 ou 6 figurines. Donc on peut tomber sur des scénarios où il y a plus de points de contrôle à jouer. Bah elle me servira à la foutre en contrôle. Mon adversaire pourra pas la cibler et j'aurai toujours mes barrières devant qui seront là pour réceptionner et elle sera juste là pour me sécuriser un objectif à l'arrière. Okay. Et elle m'aura coûté pas cher. Et après ça, je vais me dire, voilà, là il manque mon 14, comment je peux agrémenter mon 14 ? Donc là, Captain America vaut 4, Hawkeye vaut 3, donc on est à 7. Si je sors un Thor, on est à 7 et 5, on est à 12. Et si je prends Black Widow, je suis à 14. Donc j'ai déjà un 14. Maintenant, je vais me dire, bon, bah, j'ai quasiment... Là, si on regarde, j'ai quasiment tous les trucs. Donc il faut juste que je rajoute des personnages de 3 et des personnages de 4, éventuellement, voire 5. Et là, ça va me permettre de, selon ce qui est pioché et selon ce qui sort, de pouvoir faire mieux. Et là, moi, je me suis dit, bah, comment je peux perturber mon adversaire, même si j'ai pas eu l'intention de le jouer, comment je peux perturber mon adversaire pour qu'il sache vraiment pas qui je vais jouer. Et là, je me suis dit, bah, je vais mettre une Scarlet Witch dedans. Scarlet Witch, c'est une Avengers, donc elle respecte encore la faction. Elle coûte 5, elle est psychologique parce que c'est une très bonne figurine. Et en fait, ça va me permettre, en gros, enfin, le gars, quand il va voir mes figurines, il va pas se douter de ce que je peux sortir. Et ça, c'est intéressant, et je joue aussi sur cet aspect-là. Et après, moi, je peux m'adapter selon qui j'ai en face, et me dire, bah, peut-être que je vais sortir au final de Scarlet Witch. Après, Scarlet Witch, elle est bien aussi avec Pietro. Pietro, il coûte 3. Donc, un 3, c'est bien de le rajouter en Adventures. Et là, je commence à avoir des gars qui sont tanky, qui sont chers, mais pas beaucoup de gars pas chers. Donc là, je vais me dire, je vais rajouter des gars pas chers. Donc, et là, donc pas du 2, parce que de toute façon, du 2, on n'en aura pas d'autres en Avengers. Mais je vais taper sur du 3. Parce que de toute façon, sur du 3, avec un commandant à 4, tu peux toujours trouver pour mettre 2 personnages, ton commandant à 4, un personnage à 2 et un personnage à 3. Tu vois, c'est toujours gérable. Il faut partir que dans le concept que les personnages à 3, c'est 3 fois 5, ça fait 15. Donc une liste de base, on va dire plus ou moins 15 points. Après, tu peux tomber sur le 14, mais c'est pas rare. C'est des gens qui vont faire exprès de jouer en 14, mais là, ma liste en 14, je l'ai. Donc du coup, je peux me permettre de faire mes 15, 16, 17 avec plusieurs personnages à 3 et à 4 qui vont changer selon ce qui va se passer en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc là, je vais chercher des personnages à 3 et des personnages à 3 qui sont intéressants et assez marrants à jouer. C'est donc on a Ant-Man et la Guêpe qui coûtent tous les 2-3. Donc c'était des personnages par exemple que je pouvais faire. Et si vraiment j'ai envie de taper sur d'autres trucs, je vais regarder ce qu'il y a. À 4, on a une Capitaine Marvel. Bon, je suis pas très fan, mais voilà, il y a toujours. Et là, on peut voir, par exemple, là, voilà, t'as mis Avengers, c'est nickel. Et tu vois, après, sur des personnages à 3, j'ai plein de trucs. Tu vois, j'ai un Iron Fist qui va pouvoir permettre de faire chier bien un gars et de bien cogner. J'ai le pote d'Iron Fist, Luke Cage, qui me permet d'encaisser les coups. Donc, tu vois, j'ai plein de personnages qui vont pouvoir m'aider. Surtout qu'en plus, là, j'avoue, je suis parti sur Avengers. C'est très facile de faire des listes en Avengers parce qu'on a beaucoup de filles. Okay. Donc le concept, c'est, voilà, je me dis qu'est-ce que j'ai envie de jouer, qu'est-ce que j'ai envie de synerger ensemble. Là, moi, j'avais envie de synergiser au Captain America, Hulk et Thor, donc on va dire que c'est la base. Et après, il n'y a que si je joue en 14, en 16 ou en 17 que je vais devoir changer cette base-là. Mais sinon, tous les autres points, je vais pouvoir les faire.
Et après, donc, je dis, la dernière chose qu'il faut prévoir, c'est les cartes tactiques. Et là, je vais me dire, quels sont les points faibles de mon armée. Et déjà, je vais commencer par dire, qu'est-ce que je peux avoir en cartes spécifiques pour mon armée. Ouais. Donc là, je vais taper direct Avengers et je vais voir en fait toutes les cartes qui sont réservées aux Avengers. Et la plupart des cartes qui sont réservées, je pense que c'est bien de les jouer avec la faction parce qu'en général, elles sont plutôt bien. Donc là, en Avengers, c'est cool, on a que 2 ou 3 cartes. Tu peux faire la recherche, Clément. Et tu vois, on a en Avengers, on a 3 cartes. Donc on a la carte spéciale de Hulk qui va me permettre d'envoyer un mec avec Hulk. Donc très utile, je pense que je la prendrai. Après, on a Avengers Assemble qui nous permet en fait de déplacer tous les Avengers. Et on a Second Wind qui va nous permettre de soigner sur un round. Donc franchement, c'est plutôt cool. Donc là, je mettrai les 3. Et j'en ai encore 7 à faire. Okay. Après, ma deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais prendre tous les personnages nommés que j'ai dans mon équipe et je vais regarder s'ils ont des cartes spécifiques. Là, en l'occurrence de tête, je sais qu'il y a Scarlet Witch, et Scarlet Witch, elle a des cartes ultra pétées, donc je vais prendre mes cartes de Scarlet Witch. Et je vous rappelle que en fait, quand mon adversaire, moi je joue, il a accès à la visibilité de mes cartes et à mes figurines. Donc si je veux le leurrer, genre je vais jouer, lui il va penser que je vais jouer Scarlet Witch, si je mets pas de carte de Scarlet Witch, il va voir que je vais la mettre, mais que je vais pas la jouer. C'est pas logique de pas la jouer. Il faut que le bluff il soit appuyé de manière conséquente, sinon voilà. Et puis en plus personne quoi. Et puis en plus selon ce qui sort ou selon ce qui est en face, je vais me dire je vais la jouer en fait. Parce que, tu vois. Donc là du coup, elle a un truc, c'est No More Mutant. Ça c'est auto-include avec Scarlet Witch. Elle a 2-3 tricks comme ça, ils sont auto-include. Après bon, je vais passer pour aller un peu plus vite et laisser la parole à quelqu'un d'autre. Mais après, je vais regarder, est-ce que je manque de soins ou pas. Dans le cas où je manque de soins, je vais mettre un truc qui va me permettre de soigner. Après, je vais regarder. Moi, j'aime bien prendre les cartes de toute façon qui sont affiliées au personnage. Parce que du coup, ça rend les personnages plus forts. Là, comme je disais tout à l'heure, j'ai Hawkeye et Black Widow. Il y a une carte qui permet de les jouer les deux l'un après l'autre. Et franchement, ça, c'est un avantage. Donc je vais aller chercher toutes ces petits tricks-là. Et après, en fait, je vais sortir mes listes. Et là, je vais vérifier, à la fin, une fois que j'ai choisi tout ça, si j'ai bien mon 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Si, en fait, avec mes 14, 15, 16, quelles sont les 5 cartes que je vais sortir à chaque fois. Et je vais regarder si tout ça fonctionne. Si j'ai un bug à un moment donné, il va falloir que je ressorte une figurine et que j'en remette une autre. Voilà. En gros, c'est comme ça que je raisonne. Ok. Super, bon du coup c'est cool, merci pour la démo en direct Marco. Est-ce que c'était un peu long? Est-ce qu'il y en a qui ont décroché? Est-ce que ça vous a saoulé Aventurier des Jeux et Clément? Non, moi j'ai tout suivi. Non. C'était clair et ça permet de bien voir les choses auxquelles il faut penser. Avant de passer la parole à Aventurier des Jeux, du coup, la dernière question que j'aurais à te poser, c'est parce que là tu nous as montré tout ce qu'il fallait faire et je pense que vraiment c'était clair, c'était hyper fluide et tout, donc merci. Mais ce qui va peut-être être intéressant aussi, c'est comme j'ai demandé juste avant à Clément pour AOS, quels sont les pièges à éviter? Quels sont les trucs, tu sais, où un débutant pourrait facilement tomber dans le piège et puis du coup il aurait quelque chose qui serait déséquilibré? Alors, moi je pense qu'à Marvel Crisis Protocol t'as pas vraiment de piège, parce que comme tu peux jouer un peu tout, du coup, tu peux créer des trucs. Maintenant, c'est un peu comme tous les jeux de figurines, t'as des trucs que quand tu combattes ensemble, ça fait plus mal. Oui, bien sûr. On va dire qu'à MCP, je dirais que le problème, il vient pas forcément de la liste, il va venir de ta manière de jouer. Donc, j'ai envie de dire presque, si tu sors presque n'importe qui, potentiellement, le jeu, il est assez équilibré pour que tu puisses comboter un peu et que tu puisses quand même te défendre. Maintenant, c'est sûr, il y en a d'autres qui seront dans le truc spécial de Marvel qui te diront en fait si tu combattes encore plus, moi je vais te donner un exemple de Discordia qui avait fait une liste, il joue la X-Force et lui il a mis Baron Zemo dans ses personnages de X-Force. Baron Zemo ne fait pas partie de la X-Force, par contre la X-Force, sa capacité c'est que ça fait relancer des dés et Baron Zemo te donne en plus une relance. Donc lui il a basé sa liste sur les relances et il s'est dit je vais voir tout ce que je peux mettre qui va avoir le plus de relance possible.
Tu pourras toujours faire tes listes comme ça fera toujours des armées qui sont plus pétées, ce qui est normal, parce que tu es allé chercher toutes les petites failles et tous les petits trucs qui vont te permettre d'aller plus loin. Maintenant, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment d'erreur, si ce n'est pense à utiliser tes cartes tactiques. Les cartes tactiques, c'est super important, et moi, je vois la grosse erreur des débutants, c'est de négliger cette partie-là. C'est de se dire, voilà, j'ai du mal déjà à gérer mes héros, mes compétences et tout, et du coup, j'oublie de gérer mes cartes tactiques. Mais en fait, c'est les cartes tactiques qui font là, que la plupart du temps, la game, elle va être complètement différente. Ok. Là, dans ce que tu disais, j'avais quand même l'impression qu'il y a cette mécanique que tu as expliquée au début, qui est quand même importante, à savoir d'avoir vraiment, on va dire, un mix de points de manière à pouvoir faire des sommes différentes, donc 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, pour vraiment pouvoir combler, on va dire, tous les gaps, et que du coup, si tu oublies, on va dire, un des montants, par exemple, t'as pas d'équipe à 15, t'as qu'une équipe à 14, bah du coup, le fait de perdre un point, j'ai cru comprendre que ça pouvait être une... c'est dommage, après, ça veut pas dire que tu vas perdre. Non, d'accord, ouais, mais ça veut rien dire, mais ça peut être un truc quand même à prendre en compte pour vraiment avoir toutes les strates de 14 à 20, quoi. Il faut y penser. Comme ça, t'as pas de surprise, et selon le scénario qui sort, bah t'es préparé. Et c'est pour ça que, comme je t'ai dit, là, ma base, c'était d'avoir peu de figurines, et c'est vrai que plus le temps avance, plus j'aime bien sortir des équipes à 4. Parce qu'en fait, à 4, t'as quasiment tout le temps la priorité, donc t'as tout le temps l'initiative, etc. Le fait que t'es moins, et si tu cognes en premier à Marvel, tu fais mal. Enfin, si tu peux fracasser l'autre si tu cognes en premier. Donc c'est quelque chose que moi, au début, je sortais des listes avec 5-6 personnages, et je me suis rendu compte que c'était plus rentable d'en avoir que 4. Mais 4 gros balèzes. Maintenant, ça dépend ce qu'il y a comme scénario joué. Bah, ça peut être bien aussi de mettre 5-6 figurines, parce que un mec qui joue avec beaucoup de figurines, il va te mettre des objectifs éparpillés et plusieurs objectifs à aller récupérer. Et dans ces cas-là, le nombre est utile. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup Marco. Mais je vous montrerai ça quand on fera nos premières parties MCP. C'est ça. Ce sera beaucoup plus parlant pour vous, je pense. Oh oui. Ouais, non, mais franchement, c'était déjà très clair, donc merci pour la démo, c'était très cool. Du coup, on va enchaîner, parce que là, on est déjà en roue libre au niveau du timing. Donc du coup, aventurier des jeux, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment on doit construire une liste Warhammer 40 000, s'il vous plaît, merci. Je vais être beaucoup plus rapide, dirons-nous, que les autres. Écoute, c'est parfait. Tu sais quoi, regarde, sois plus rapide. De toute façon, on a déjà un peu tiré sur le timing. Et si toutefois il y a besoin d'approfondir certaines choses, s'il y a des gens qui ne comprennent pas ou qui ont envie d'aller plus loin dans le chat, vous nous le direz et on pourra le réaborder sur une prochaine émission. Il n'y a aucun souci. Alors, je vais être plus rapide parce que déjà, Clément, comme il a parlé de Age of Sigmar, je vais éviter la redondance. On va pas se mentir, Age of Sigmar et 40K, même si c'est pas exactement les mêmes jeux, on aura quand même beaucoup de principes généraux qui se ressemblent. Je vais partir plus sur le 40K, je vais rejoindre Clément dans ce qu'il disait. En premier lieu, il faut déjà choisir son armée, ce qui est une logique imparable. Et en plus de ça, je vous dirais, lisez le codex. Honnêtement, le codex Space Marine qui est là, V9, je l'ai poncé, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai archi-lu. Et la première erreur que j'ai faite quand j'ai commencé Age of Sigmar, j'ai pas lu le codex, je suis parti directement sur les unités en disant « Ah ça me plaît, ça me plaît ». Au final, avec les Soul Blight, je me suis vite dit « Mais en fait, je ne comprends rien, je vais revenir un peu en arrière ». Et ce qui s'est passé en lisant totalement le bouquin, sauf la partie fluff, et j'ai mieux compris mon armée. Donc là, je reviens sur la partie 40K. Sur 40K, on va avoir, donc une fois qu'on a commencé à choisir son armée et qu'on a le codex, on a deux types d'objectifs. On a l'objectif primaire, donc celui qu'on a sur la table, qu'il faut aller prendre et qu'il faut tenir, et l'objectif secondaire, celui qui est propre à nos armées. Donc on va avoir des objectifs qui sont secondaires, dits génériques, qu'on va pouvoir aller chercher dans le livre de règles ou dans les suppléments qui sont sortis, et aussi les objectifs secondaires qu'on a dans notre codex directement. Ils sont proprement de notre armée, qui ont un mélange, je dirais, entre fluff et jouabilité. Une fois qu'on a trouvé ça, moi ce que je vous conseille clairement, c'est d'aller chercher des unités qui peuvent contrôler la table.
il y a 2 types d'unités pour moi. Il y a ceux qui vont pouvoir aller scorer, donc qui vont pouvoir faire vos objectifs et primaires et secondaires, et ceux qui vont pouvoir tenir la table pour occuper l'adversaire. Pendant très longtemps, j'ai fait cette erreur d'avoir une vision macro et pas micro. C'est-à-dire que je voyais la table dans l'ensemble, mais je ne voyais pas les petites synergies qui faisaient mes unités et qui du coup après donnaient réellement un sens à mon armée. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, en tout premier lieu, une fois que vous avez bien poncé le codex, c'est de vraiment se pencher sur les unités et la synergie que vous pouvez faire entre elles. Passer des heures dessus, des heures, alors pas forcément pour faire après des listes ultra opti, pété et compagnie, je parle pas du tout de ça, je parle pas de liste méta, mais ce qui est bien, c'est vraiment de regarder ces petits tricks qu'on peut faire avec des unités qui sont assez sympas, et au final, je pense qu'on va prendre beaucoup plus de plaisir à jouer. Ça reste totalement mon point de vue. Mais pour 40K, donc je reviens à la simplicité, on a les objectifs secondaires, enfin les objectifs primaires, les objectifs secondaires, et après on va construire notre liste d'armées autour de ça. Maintenant, à 40K aussi, donc on a le système de jeu classique, du coup, un système jeu égal, qu'on retrouve, il me semble, aussi dans Age of Sigmar. Et après, on a ce qu'on va appeler, de mémoire, la campagne. Donc la campagne, on va build notre armée au fur et à mesure. On va leur ajouter 2-3 équipements et compagnie. C'est un jeu assez spécial. Personnellement, j'ai mis une fois le nez dedans, ça n'a pas trop parlé. Je préfère plus le jeu égal. Je fais partie des joueurs qui sont prêts à aller bien chercher la méta, construire la méta, vraiment regarder tout ce qu'on pouvait faire, à l'optimisation, comme disait tout à l'heure, je crois que c'est Scarlix. C'est un peu de la comptabilité au bout d'un moment, hein. On regarde les statistiques d'un côté, le coût en point de l'autre, et on confronte les deux, et donc du coup on se prend un peu la tête dessus. J'en garde un goût amer dans le sens où c'est pas forcément parfois plaisant. Il y a des gens qui y jouent, et honnêtement, les joueurs méta, je les comprends tout à fait, c'est un monde assez sympa au final, les hardcore gamers, entre guillemets. Mais aujourd'hui, je vais plus chercher jouer chill. Donc, c'est-à-dire, comme disait tout à l'heure Clément, sortir des armées qui sont pas forcément méta, mais qui sont cool à jouer, qui sont vraiment fun et sympas. Ok. Et donc, du coup, là, par exemple, si tu devais un petit peu donner, plutôt que, comme tu dis, en fait, il y a forcément des ponts entre ce qu'a pu expliquer Clément et du coup Warhammer 40 000, puisqu'on est sur l'univers Games Workshop et que du coup, forcément, il y a des parallèles qui peuvent être faits. Mais là, si on fait spécifiquement sur du Warhammer 40 000, Marco nous fait des tours de magie en 10 par 10. Si on fait un zoom sur Warhammer 40 000, quels sont premièrement les conseils que tu vas donner qui seront spécifiques, à savoir en termes de format, par exemple, pour commencer, en termes de format, et du coup des petits tips sur la construction de ce format de première liste, et à l'inverse, quels sont les pièges dans lesquels on tombe facilement quand on commence à Warhammer 40 000 et qu'il faut sur lesquels tu as des tips pour justement ne pas tomber dedans. La première chose, quand une armée sort, ne l'achetez pas. Voilà, tout simplement. Ça, c'est la première règle que je vous donne. Dès que vous voyez un codex qui sort, qui a l'air ultra génial, ultra fort, ultra pété, ne l'achetez pas, parce qu'il va se faire nerf dans les 3 semaines, 2 mois qui arrivent, et ça va vous dégoûter directement. Voilà, alors ne l'achetez pas si vous êtes là pour le compétitif, du coup. Et si l'armée te plaît, t'en fous, entre guillemets, qu'elle soit un peu bien nerf. sûr, je suis d'accord avec toi, mais très souvent, je vois aujourd'hui sur les pages Facebook ou même sur les forums, oh l'armée elle est trop géniale, oh je vais l'acheter, oh l'armée et compagnie. C'est parfois le problème. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on voit plus le côté méta entre guillemets, et je mets vraiment des grosses guillemets là-dessus, en mode l'armée elle va défoncer, je vais pouvoir défoncer mon pote, lui mettre fessé cul nu, il va repartir chez lui en pleurant, et on voit pas réellement entre guillemets l'armée en mode ah mais celle-là finalement j'aime bien plutôt le physique qu'elle a, tu vois. On a des armées un peu atypiques comme Leto, un peu genre Gundam, c'est une armée qui est atypique sans forcément aller voir le côté méta, tu vois. Aujourd'hui on a eu des sorties il y a très peu de temps sur le Hammerhead. Tout le monde en a acheté. Je pense que honnêtement, moi je vois la gueule du Hammerhead, j'ai même pas envie de le jouer. Pourtant, je suis sûr que Alors, si je l'achète, va il était défoncer tout le monde. Il était en rupture avant l'annonce de sa puissance. Ouais, mais ça a fuité. Ça a fuité. Je tiens à dire que que les infos ont fuité avant l'annonce officielle Games Workshop. Donc c'est pour ça qu'il était en rupture. Parce qu'il y a toujours des petits malins qui arrivent à trouver les infos avant.
Maintenant, voilà, comme tu parlais tout à l'heure, effectivement, il y a différentes puissances. Donc, on va avoir effectivement un Warhammer 40K, t'as d'un côté la puissance, d'un côté les points. Donc, tu peux jouer soit selon le format puissance, soit selon le format point. Donc, tu as bien sûr 500, 1000, 2000 et bien au-dessus. Moi, je vous conseille, si vous êtes débutant, vous commencez par des parties de 1000 points. La partie de 1000 points, de toute manière, ça va être très simple. Vous allez prendre un QG, 2 troupes, et vous allez pouvoir jouer assez simplement. Il faut savoir une chose aussi que je n'ai pas dit tout à l'heure. À 40K, ça marche par détachement. Alors, si vous ne prenez pas de détachement, c'est con que vous perdez les points de commandement qui vont avec. Les points de commandement, ça sert vachement. Pourquoi ça sert? Ça va vous permettre d'envoyer des actions spécifiques, des pouvoirs spécifiques. Donc il faut essayer de construire votre armée autour de ces détachements. Je ne vais pas aller sur les détachements parce que bon, sinon je pense qu'on va gratter encore 30, voire une bonne heure d'explication, donc c'est pas la peine. Moi, ce sera un truc, tu vois, sur lequel il faudra m'expliquer, parce que c'est un truc sur lequel j'ai un peu eu du mal avec 40K. Je m'attendais sûrement à quelque chose comme AOS. Et en fait, quand je suis débarqué dans les détachements, j'ai rien pigé. Et Ok, je pense que Si tu devais résumer en 2 phrases, un détachement, c'est quoi? un détachement, c'est Oh, putain, attends, en 2-3 phrases, c'est compliqué quand même. Attends, t'as cru qu'on était là pour enfiler des perles? Non, monsieur, c'est un vrai métier. Mince alors, j'y pensais. Non, un détachement, tu vas mettre un certain nombre de feeds, un certain nombre d'unités pour débloquer des points de commandement. C'est-à-dire, la base, tu vas avoir 2 QG, entre 1 et 3 QG, et je crois que c'est entre 1 et 3 troupes. Et donc en gros, bah, c'est ça la base des bases. Donc en gros, je vais avoir, tout à l'heure pour parler par exemple des custodes, tu vas avoir ton shield capitaine en tant que QG, et puis tu vas avoir 2 x 5 troupes. Et ça, c'est ta base des bases. Et ce qui va permettre de débloquer, je crois, 3 points de commandement. il faut que tu n'aies que ça, ou c'est-à-dire qu'en gros on va te dire il te faut un chef 3 troupes, c'est-à-dire que tu peux mettre un chef 3 troupes, ça va te faire gagner genre les 3 points de co que ça donne, mais à côté tu vas pouvoir ajouter un blindé et on s'en fout. Tu vas pouvoir débloquer le blindé, mais le blindé ça sera 0-1, c'est-à-dire que tu peux en mettre un maximum, sans forcément altérer ton bataillon. Enfin ton bataillon. Je savais que ça allait sortir le terme bataillon à un moment donné. J'ai foiré. C'est sûr. J'ai l'impression que ça ressemble au bataillon de AOS, sauf que dans AOS les bataillons ne sont pas obligatoires, c'est un truc en plus qui te permet de custom ton armée. Alors que là j'ai l'impression qu'en fait tu dois monter ton armée. De ce que j'ai compris. Ouais, alors c'est pas obligatoire, mais j'ai l'impression qu'en gros tu oublies toute ta partie point de co qui est ultra importante en jeu. Alors que voilà, c'est carrément ça. Alors que dans AOS, si tu mets pas ton bataillon, bon tu perds un petit bonus, mais c'est pas non plus la fin du monde quoi. Mais après, tu vois, tout à l'heure, j'ai vu un petit peu dans les commentaires, effectivement, pour l'univers Games Workshop, alors je parle pas de Marvel Crisis Protocol sur lequel j'ai pas une visu plutôt, on va dire, financière, pécuniaire. Maintenant, sur Games Workshop, souvent on dit ouais, c'est onéreux et compagnie. Je pense qu'aussi il y a le piège de j'achète le codex, je vois les figues, j'ai envie de m'en payer et finalement j'ai envie de m'acheter toute l'armée, toute la gamme. Faut pas raisonner comme ça. Pas trop dans notre ça pourtant, tu sais, en tant que figuriniste, en général, on est plutôt des gens raisonnables. Honnêtement, besoin. On n'achète jamais de figurines avant d'avoir peint tout ce qu'on a déjà. Je pense que ma femme, si elle regarde, pourra en témoigner dans les commentaires. J'ai une armoire qui a explosé il y a pas si longtemps que ça. J'ai décidé de tout revendre, tout ce que. Enfin voilà, je suis arrivé, j'ai craqué, j'ai dit, je revends tout, je dégage tout, ça part, ça va faire des heureux, et je vais partir sur des bases saines, et ben, entre guillemets, quelqu'un qui rentre. 4 semaines de psychanalyse derrière, les gars, quand même. On va ramasser la petite cuillère à l'aventurier of the game. Hein. Il a surtout perdu beaucoup de thunes au final. Ouais, mais tu vois, je pense qu'il faut pas raisonner niveau thunes quand t'es dans le wargame, parce que je rappelle une chose, le wargame est quand même niche, c'est une niche. On est quand même sur un jeu de pseudo-luxe, je dirais. Je parle, attention, pour l'univers Games Workshop, je parle pas pour les autres, mais Games Workshop, clairement, la carte peut vite chauffer très rapidement même. Comme les autres. Hein, je pense qu'il y en a beaucoup voilà. Comme ça. Donc du coup, je pense... Avec tes crottes de nez, Pernix, si sa carte, elle a pas chauffé sur MCP. Mais je pense que tu vois, sa carte, elle a fondu. je pense pour un jeune qui arrive... Franchement, elle a moins fondu, je pense, sur MCP que sur AOS quand même. AOS ou 40K. Moi, je pense que si tu joues à 40K, elles font quand même beaucoup plus vite que MCP. Mais je dis ça parce qu'il a tout acheté, en fait. Je pense que... Ouais, mais même quand t'achètes tout, t'en as pas pour... Il en a eu pour moins de 1000 balles, largement moins de 1000 balles. Là, si tu veux une vraie armée 40K, AOS et tout, enfin, que tu veux les grosses figues et tout, les 1000 balles, tu les mets à l'aise. Hein. Non.
Clairement tu pas. vois, j'ai commencé AOS il y a pas si longtemps que ça. Je me suis acheté le livre de règles, j'ai commencé à potasser un peu, et puis bon, bah, en rentrant entre jeux studio, bah, effectivement, j'ai mis le doigt dans l'engrenage, plus vite que je ne le pensais. Aïe, aïe, aïe. Je me suis pris la Battle Force Soulblight avec le Battle Tom. Concrètement, aller à une centaine de points près, j'ai quand même 1000 points. Ah non, Ouais, mais. Ça m'a- Ah ouais, mais- c'est mais pas en fait, cher. Ça Pas m'a si cher coûté que ça. moins de 200 euros. En fait, non, mais si je compare à mes luminettes, moi aussi, pour le moment, j'ai acheté 150 balles le Battle Force, donc déjà la chance d'avoir profité d'un Battle Force qui coûte moins cher que le truc de base. Enfin, tu vois, que si je les avais achetés sans le Battle Force. Derrière, il y a le Battle Tom, donc c'est 30 balles, et j'ai acheté mes archers 40 balles. Donc en vrai, pour le moment, je suis à 200 et quelques balles comme toi. Maintenant, là, les prochains trucs que je dois acheter, c'est des trucs à 80 balles la figue, 50 balles la figue. Tu vois, ça commence à faire les gros trucs. Mais enfin, pour répondre, l'armée la plus chère aujourd'hui sur OS, c'est juste 600 euros. En fait, t'en as aucune qui va plus haut que ça. C'est-à-dire que même si tu veux te faire une armée à côté, c'est la limite. On parle Et pas on de va thunes. s'arrêter On parle là. pas de thunes. Il veut pas qu'on parle de thunes. Non, On mais est c'est pas pas. Je sur pense un qu'on est hors sujet. sujet. Argent, on est complètement hors sujet, messieurs. Donc on revient sur la construction d'armées et la réponse de effectivement. Adventure of the Game. Et c'est moi qui ai mis, qui ai forcé les autres à partir sur un sujet. Désolé. Non. Ah, t'as je- déjà je- reçu de casserole pour ce soir, aventurier. Hein. Commence pas à en rajouter. Hein. Il va Non, se mais faire casser le cul. Oh. Bah, apparemment, Matt a dit de toute manière, dans 2 semaines, apparemment, je me Il allait te casser le cul. Euh, Non, voilà, pour construire la liste, vous choisissez votre armée, vous prenez votre codex, ensuite vous regardez, bien sûr, le livre de règles, hein, ça, pas besoin de l'expliquer, vous regardez les objectifs principaux, les objectifs secondaires, lisez bien votre codex, poncez-le, mais vraiment poncez-le, parce qu'il faut vraiment connaître son codex par cœur, pour moi, pour ensuite aller choisir des unités. Bien sûr. Et c'est là que vous allez prendre du plaisir à jouer. Clairement, 40K, c'est un jeu qui se joue très rapidement. Il y a beaucoup de personnes qui critiquent la simplicité de 40K. Croyez-moi, il n'est pas si simple que ça. Surtout quand on commence à rentrer dans les petits tricks et compagnie. Franchement, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus pour faire une liste 40K. Deux petites infos quand même. On a un site qui s'appelle ALN 40K. Alors ALN, ça parle pas à beaucoup de personnes. Moi, je l'ai connu quand j'ai commencé Warhammer Battle. Ça date un petit peu. ALN 40K, ce qui est bien, c'est quand vous faites vos listes, vous allez pouvoir après sortir une liste type WTC, donc ce sera pour les gens qui veulent faire de la compétition, mais aussi des listes PDF, dans le sens où vous avez toutes les règles de chaque unité en dessous. Donc c'est-à-dire vous allez avoir les règles de l'unité plus leur point de vie, leur capacité et compagnie. Donc c'est vraiment super intéressant pour le coup. J'adore ce site. Mais sinon aussi, vous avez le site officiel qu'a Games Workshop. Je sais pas si la régie peut me l'afficher. Attends, tu m'as filé ça? C'est une info qui a été donnée, ça? Bien sûr, très cher. J'ai plutôt bien travaillé en amont. Encore... Ouais, on en reparlera tout à l'heure, encore une fois. C'est bien, c'est la deuxième fois qu'on me dit ça pendant l'émission, je pense. Je pense qu'après l'émission, je vais prendre tarif. Si vous voulez lâcher un petit peu de thunes pour qu'on puisse acheter un fessier à aventurier des jeux après, s'il vous plaît, merci. Et ça coûte plus cher qu'une armée en plus. Mais bon, c'est bien, tu pourras faire des trucs en forme d'étoile ou de lune, selon ce que tu choisis. Donc effectivement, il est aussi très bien et plus vite mis à jour que ALN 40K, même si ALN 40K, honnêtement, les mecs qui tiennent ce site sont vraiment au top. Et donc ça aura les mêmes capacités, effectivement. Vous avez aussi l'application sur téléphone, qui a un côté aussi payant, de mémoire, que j'ai utilisé une fois, je crois, pendant qu'il était encore gratuit. Non, j'avais fait le mois d'essai, j'avais fait un mois d'essai. Donc voilà, et puis je pense que c'est tout. J'ai essayé de faire vite. Là, du coup, sur l'appli, par exemple, on est comme sur AOS, c'est-à-dire que ça nous montre les restrictions, les obligations de QG, de limitation C'est d'unité, ça. tout ça. C'est ça. Tu peux juste grossir 2 secondes, Clément, comme tout à l'heure pour Marco. Comme ça, on voit bien. Non, pas en grandissant la fenêtre. Ouais, voilà. Comme ça, du coup, donc là, on voit bien, on a les limitations. Et j'imagine qu'il faut choisir comment dire, le format en termes de points. Yes. Et puis ensuite, on a les limitations. Donc voilà. Ok.
Top. Même si j'ai une Super. petite préférence quand même pour ALN 40K. Voilà. je vous le dis. Ok. Et qui fait aussi Age of Sigmar, au passage. Ok, d'accord. Donc ça fait les deux. Très bien. Yes. Super. Bon, bah c'est cool. Je pense que là, on a bien fait le tour. Merci à tous les trois pour nous avoir un petit peu approfondi cette création de liste d'armées. J'allais dire de liste d'armées, de liste tout court. En plus, vu que vous avez chacun présenté sur un format différent, c'est cool parce que ça permet de voir un petit peu aussi vous comment vous faites et les différentes manières, les différents outils qu'on a pour construire tout ça. Dans le chat, j'espère que du coup ça vous aura plu pour ceux qui voulaient éventuellement se lancer sur un de ces jeux. Et ben du coup vous avez tout ça, vous avez toutes ces infos. Bien évidemment. Tout ça sera en replay sur YouTube, donc aucun souci, vous pourrez reprendre toutes les infos. J'ai un petit visiteur. Vous pourrez reprendre toutes les infos comme ça sur YouTube tranquillement chez vous quand vous serez en train de construire vos armées. Est-ce que vous aviez des questions dans le chat avant qu'on se dise au revoir du coup? N'hésitez pas si vous en avez, c'est maintenant. On entend un chat ronronner. Ouais, grave ce que j'ai dit. On l'entend ronronner là? On l'entendait, ouais. Sérieux? Dis coco. Fais un petit coucou à la caméra. Fais du buzz. C'est du buzz. Fais ton Putain, on vient de prendre 30 mecs qui viennent d'arriver là. Star Wars Légion, je vois Trucrickle, Star Wars Légion. En fait, on l'a pas mentionné. Il y a bien évidemment plein d'autres jeux sur lesquels on aurait pu mentionner la construction des listes d'armées. Star Wars Légion, on l'a pas mentionné parce que déjà il y avait beaucoup avec les 3 jeux qu'on a sélectionnés et on a choisi les jeux sur lesquels Clément, aventurier des jeux, et Marco étaient le plus experts. Donc pour les autres, on reviendra peut-être plus tard. Moi, je sais que typiquement sur Star Wars Légion, j'ai bien envie de m'y mettre sérieusement cette année et pour A Song of Ice and Fire aussi. Donc du coup, on pourra peut-être en reparler au cours de prochains lives avec grand plaisir. Il y a des choses qui devraient arriver. Pour cette nouvelle année, d'ailleurs, on l'avait déjà dit dans le dernier live de l'année dernière, je le redis maintenant, n'hésitez surtout pas à nous dire s'il y a des choses que vous aimeriez voir sur Entre deux guerres, et plus globalement d'ailleurs sur Entre jeux studio. On est là à l'écoute pour vous proposer ce que vous avez envie de voir. Donc forcément, si vous avez des choses que vous voulez voir en particulier, si vous voulez voir des jeux en particulier, ou des formats en particulier, des sujets, n'importe, dites-le nous, c'est vraiment quelque chose qu'on va prendre en compte, évidemment. Alors bien sûr, si ça demande à chacun de racheter genre full armée et tout, ça va être plus compliqué, mais on pourra toujours au moins se renseigner et on est toujours à l'écoute de ce que vous attendez. Donc voilà. Conquest Parabellum nous demande truc qui colle, je ne connais même pas, donc voilà, j'irai voir ce que c'est, parce que j'avoue que je connais pas du tout. Pareil. Donc voilà. Je sais pas si vous connaissez, vous, les copains. Pas du tout. Pas du tout, non. Bon. Voilà. Le short jaune, non, je n'ai pas le short jaune. Ticurius ce soir, désolé, je suis réellement habillé. Sur ce, du coup, on va passer, à la fin du live. De quoi? C'est mon chat qui joue en dessous. Voilà. C'est ça, ouais. Allez, comme d'hab, on va passer à la conclusion, les copains. On va commencer par Clément. Le petit mot de la fin. Ouais. Voilà. Jouer à des jeux. Tu m'as surpris là, j'y attendais pas. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. J'aime bien faire ça parce que ça fait. C'est vrai que finalement, ça fait pas longtemps qu'on fait des lives, donc vous le savez pas qu'on finit comme ça. Non, moi je sais jamais. Franchement, on aurait dit Corbett Dallas. Oui, bonjour. C'est quel sujet? Donc le mot de la fin pour Clément, ce sera ouais. On passe donc à Marco. Ton petit mot de la fin, Marco. Écoutez, j'espère que vous allez vous mettre à Marvel Crisis Protocol, les gars, là, qu'on puisse faire un peu des parties, surtout que ma table est prête. Donc vous n'auriez pas beaucoup de figurines à peindre pour pouvoir jouer, et ça peut être sympa de s'y mettre. Yes. C'est clair, 10 figurines et hop, le roster il est fait, donc let's go. Aventurier des jeux, un petit mot pour la fin. Prendre du plaisir quand vous jouez et n'achetez pas trop de figues. Ne faites pas exploser des armoires.
Ok, cool. Bon, bah, top. D'ailleurs, petit dernier truc, si vous voulez, si ce live vous a donné envie de penser des listes, de voir un petit peu ce que ça pourrait donner, par exemple, pour estimer un budget pour vous lancer dans un jeu ou quoi, ou vous faire une nouvelle armée, bah, n'hésitez pas à la partager sur le Discord. On sera là aussi pour les voir, et puis on pourra vous donner des petits conseils. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis bah voilà, faites des listes, jouez à des jeux, peignez vos figues, et puis on se dit rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel entre-deux-guerres. Mais avant ça, on aura un live peinture jeudi prochain, le 20, où on va se donner justement des petits objectifs par rapport à on est en train de préparer un petit tournoi interne qu'on est en train de préparer, et donc du coup on va essayer d'avancer sur nos armées respectives. On n'a pas encore défini à 100%, c'est pas encore complètement sûr, mais ça devrait être de la peinture d'armées, soit d'unités de ligne, soit d'unités de tir. Donc dans tous les cas, on vous tient au courant là-dessus, et puis on vous donne rendez-vous dans une semaine. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine.